Il est l'un des seuls joueurs français à avoir remporté 2 fois la Ligue des Champions. Euh, L'un des joueurs qui a été le meilleur à son poste, si ce n'est le meilleur du monde à son poste, qui a fait trembler tous les serveurs du monde tellement il était stable en réception. J'ai l'honneur de recevoir Monsieur Hubert Hainaut. Merci Hubert. Ah, merci à toi, c'est avec plaisir. Il y en a des choses à dire et je ne sais pas comment on va résumer plus de 26 ans de carrière si on compte maintenant l'entraîneur, même plus, en 2 heures, quoi. Non, bah écoute, ça veut dire qu'il y a quelque chose à dire au moins, c'est déjà ça. Ouais, c'est clair. Mais en tout cas, non, merci, merci à toi. Je trouve que c'est une super initiative. Ça me fait vraiment plaisir. Et si je peux en plus pouvoir aider les jeunes ou aider d'autres volleyeurs, ça sera vraiment avec plaisir. Il y a des passages où j'aurais peut-être des petites imprécisions, parce que pour donner un peu de détails, quand tu as commencé ta carrière, j'étais pas né. Donc il y a beaucoup de matchs que j'ai pas vus. Mais tu me corriges si jamais il y a Pas des de petites souci. imprécisions. Tu as le record de longévité de carrière de joueur français en tant que joueur. Ok. Euh, Est-ce que tu sais combien de titres tu as remporté ou pas? Le nombre, Ouais. franchement, approximativement, oui, mais je peux pas te le dire exactement. J'ai mon copain, là, Guillaume Desgoulet, qui lui est ultra précis, donc lui, il a compté. Non, vraiment pas, parce que moi, en fait, quand je joue, c'est vraiment pour gagner. Donc, quel que soit l'endroit où j'allais, c'était vraiment l'objectif, c'est de gagner. Donc voilà, donc après, j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec d'excellents joueurs. Et c'est ce qui m'a permis de m'enrichir aussi personnellement. Et grâce à ça, j'ai pu aussi voyager. J'aurais jamais imaginé pouvoir faire une carrière comme ça, en fait. Voilà, c'est sûr que tu espères toujours le meilleur, mais vraiment, je suis comblé. Et voilà, donc pour répondre à ta question, non, je connais pas le nombre exact, en fait. Bon, je mettrai une infographie. Moi, j'ai compté plus de 50 médailles que en club. Mais c'était une des questions que je voulais te poser. Ouais, tu t'imaginais pas faire une carrière aussi longue? Non. Ah, franchement, enfin, voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, bon, c'était moins professionnel, il y avait moins de matchs, et c'était vraiment du plaisir. Même si ça faisait partie de ton travail, c'était surtout un plaisir de jouer, de s'entraîner, l'été, de s'amuser avec les potes sur la plage, de faire les tournois de 3-3, tout ça, on se régalait. Maintenant, c'est devenu tellement, je dirais, un peu une usine. En fait, les joueurs, ils sont payés énormément. Ils s'entraînent énormément, ils jouent. Pour ceux qui sont en équipe nationale, c'est Ouais, c'est démentiel. n'importe quoi. Ouais. Donc en fait, à part pour certains qui veulent encore se faire plaisir avec leurs potes, mais ils n'ont plus qu'une envie l'été, c'est de sortir du volley et d'aller en vacances avec leurs femmes, avec leurs proches. Donc c'était vraiment une autre approche. C'est devenu tellement un vrai travail en fait maintenant, parce que les gens, ils en vivent complètement, ce qui fait que bah, c'est une autre approche en fait. Est-ce que tu trouves que le volley, il est devenu trop business? Tu vois, je trouve qu'il y a de moins en moins de joueurs de club. Souvent, on signe une saison, 2 saisons, et après, forcément, tu vois, moi, je suis à la place d'un mec qui joue dans le championnat de France. Tu peux faire x3, x4, x5 sur ton salaire en changeant de pays. Je le comprends aussi, quoi. Ouais, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et puis de toute façon, les faits sont là, hein. Tu regardes dans le championnat de France. En plus, le championnat de France, c'est un championnat qui est vraiment bon. Mais ça reste un tremplin si tu as envie de te frotter face aux meilleurs joueurs du monde. Au-delà de la carrière que voudra avoir un joueur, faut pas oublier que maintenant, tu as les agents. Chose qu'avant, enfin, ça existait quasiment pas. Alors que maintenant, c'est devenu un vrai business pour eux, aussi pour les joueurs aussi, parce que bah, ils monnaient leur carrière. Donc effectivement, maintenant, ce que toi t'appelles des vrais joueurs de club, en France, ça n'existe plus, quoi. Tu vois, c'est un mec comme Totti qui est resté toute sa carrière à l'AS Rome, dans le volley, ça n'existe plus, quoi. Parce que ça paye beaucoup plus ailleurs. Et puis qu'il faut bien faire vivre, quoi. Donc c'est vrai que c'est une vraie question. Là, c'est des petites questions de mise en bouche avant de parler vraiment de ta carrière en détail. Est-ce que tu trouves que le métier d'agent, c'est un peu un métier bâtard, dans le sens où, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, les agents, ils se rémunèrent avec un pourcentage du salaire du joueur Mhm. payé par le club. Et forcément, bon, si tu es un peu véreux et vénal, tu as envie de signer ton joueur là où il prend le plus d'argent pour toi, en tant qu'agent, prendre le plus gros chèque, quoi. Oui, oui, oui. Bon, après, ça existe partout, hein, dans tous les sports, hein. Je veux dire, dans le foot, c'est encore pire, hein, parce que eux, ils ont des rétro-commissions, ils ont des coms sur des coms, donc c'est encore un autre sujet.
Mais en même temps, c'est un business. Donc moi, je ne critiquerai pas un tel, ou alors je ne serai pas jaloux à partir du moment où tu signes avec un agent. Bon, bah, tu sais avec qui tu vas signer, tu sais pourquoi. Donc c'est pour des raisons différentes. Tu as des joueurs qui y vont parce qu'ils veulent gagner de l'argent, donc ils demandent à l'agent, bah, moi, je me fiche de savoir où je veux aller. Moi, ce que je veux, c'est avoir le meilleur salaire. Voilà. Tu en as d'autres qui vont dire à l'agent, bah, écoute, voilà, moi, je préfère aller jouer en France, en Italie, en Pologne, et je ne veux pas les autres championnats. Enfin, c'est quand même à toi, en tant que joueur, de dire à ton agent, voilà, moi, je veux aller là. Je veux que tu me trouves des clubs là. Voilà, après, on ne sait jamais, hein, jamais vraiment ce qui se dit entre les agents, les clubs, voilà, parce que ça, c'est toujours des points d'interrogation. Mais moi, je pars toujours du principe, même quand j'étais joueur ou quand j'étais entraîneur, quand je voulais un joueur, j'allais voir, je parlais avec l'agent, je lui disais, écoute, voilà, j'ai tel joueur qui m'intéresse, mais je vais le contacter parce que j'ai besoin d'avoir un contact direct avec le joueur pour savoir s'il est intéressé. Donc, pour éviter un petit peu tout faux semblant ou tout problème de communication, moi, je discutais avec le joueur directement, pas d'argent. Je lui parlais du projet sportif. Et après, je dis, voilà, OK, donc maintenant, tu parles avec l'agent, moi, je parle avec l'agent et on discute. Voilà, après, tu en as d'autres parce que c'est un vrai métier, hein, de savoir négocier, de savoir discuter avec les agents. Enfin, tout le monde n'est pas à l'aise avec ça. C'est souvent pour ça que les joueurs prennent des agents aussi, parce que discuter d'argent, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, donc oui, c'est un business, effectivement. Puis je pense que quand ils sont arrivés, les agents, peut-être qu'au début, tu vois, les joueurs, ils connaissaient pas trop leur valeur marchande, tu vois. Je sais pas si, enfin, ça a dû arriver des cas, des clubs Mais ça qui arrive toujours. sous-payaient un joueur. Mais qui ça aurait arrive pu prendre toujours. plus. Ça arrive toujours. Je veux dire, c'est aussi pour ça que, notamment les jeunes, là, parce que les jeunes joueurs français, maintenant, ils sont tellement cotés parce qu'ils sont bons, parce qu'ils gagnent. Donc, tu as les agents qui viennent les chercher de plus en plus tôt. Donc, souvent, même quand ils sont mineurs. Donc, il faut que tu discutes avec la famille. Souvent, la famille, elle ne connaît pas du tout le sport, Ouais. ne connaît pas le volley. Donc, elles ont tendance à se fier un petit peu à l'agent, ce qui est à la base normal, puisque c'est lui le spécialiste. Donc, voilà, après, c'est du bouche à oreille, c'est aussi une question de confiance. Quand tu es avec un agent, à la base, c'est avoir confiance. Donc ça aussi, c'est un point important. Après, c'est du business, mais je te dirais que quand il y a de l'argent, il y a forcément du business, en fait. Je vais rentrer sur ta carrière maintenant un peu plus. Tu as commencé en pro en 96 à Asnières, Ouais. en élite à l'époque. Non, il n'y avait pas d'élite. Hein, Enfin, l'ancêtre de l'élite. Alors, quoi. en fait, l'avantage, c'est qu'à l'époque, tu avais N3, N2, tu n'avais pas de N1, donc d'élite. Tu passais ok. directement de N2 à Pro B, en fait. Ok. Ou à Ligue B, enfin, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, la Pro B. Et après, tu avais la Pro A. Donc, en fait, l'élite, chose que maintenant tu dois faire et qui entre guillemets, qui dure un an de plus, on ne l'avait pas, nous. Ah, tu vois, quand je parlais d'imprécision parce que j'étais pas né. Non, mais on passait directement de N2 à Ligue B, en fait. Voilà. Et avec Asnières, par contre, on est tous là, tous mes potes, on est passé de N3 et tous ensemble, on est monté de N3 en N1, en Liga, en 4 ans, en fait. Ouais. Chaque année, on est monté. À chaque fois, tu as fait une montée, ouais. Ouais. Sauf que entre 97 et 98, il y a le poste de libéraux qui est créé. Comment tu as dû te réinventer? Parce que de base, tu jouais pas à libéraux, ça n'existait pas. Alors, franchement, c'est vraiment une bonne question parce que déjà, moi, à la base, j'étais réceptionneur attaquant. Donc, je jouais à Asnières avec mes potes et l'avantage, c'est qu'en plus, c'était avec mes potes et en plus, on gagnait. Donc, pour moi, c'était tout bénef parce qu'on était toujours ensemble, on était une super bande de copains et on battait, quoi. On battait tout le monde, on se régalait, en fait. Donc, si tu veux, c'était vraiment pour moi l'endroit idéal parce que j'alliais l'amitié avec la performance. Et Asnières, ça a toujours été le club formateur par excellence qui a formé énormément de jeunes, qui a gagné énormément de titres chez les garçons, chez les filles. Et donc, c'était un peu le club phare du pays. Et donc, on a réussi à faire monter. Et je t'avoue que quand le poste de libéraux est arrivé, oui, c'est sûr que j'avais un petit coin de ma tête qui me disait que c'était vraiment intéressant. La première année à Asnières, en fait, nous, on n'avait pas eu besoin de libéraux parce qu'à l'époque, les centraux réceptionnaient. Donc ceux qui m'écoutent maintenant, ils peuvent comprendre qu'il y avait des centraux qui étaient forcément moins à l'aise, mais d'autres qui, au contraire, étaient très techniques. Donc c'était aussi une bonne chose pour eux. Et donc après, en fait, c'est l'année d'après, quand j'ai fait ma première année en Liga,
où en fait Paris Volley, qui venait de fusionner entre le PUC et le PSG, m'avait demandé, en fait, c'était Michel Rougeron, le père de Dorian, que je connaissais bien Dorian parce qu'on jouait toujours ensemble l'un contre l'autre, comme on est la même génération entre le PUC et Asnières. On a toujours été potes. Et donc, c'est son père qui m'a fait venir à Paris. Et je me rappellerai toujours de ce moment parce que là, le choix d'aller de Paris à Asnières, hein, il faut savoir que c'était juste de l'autre côté du périph'. Hein, c'était pas non plus. J'ai eu une nuit blanche, j'ai réfléchi, voilà, parce que d'un côté, j'avais Asnières où j'étais resté depuis une dizaine d'années, où je gagnais tout, j'avais tous mes potes. Et d'un autre côté, j'avais un peu ce côté ambitieux qui me dit que voilà, j'ai le club phare de Paris qui va me prendre. Donc pour mes ambitions, pour tout, c'était le choix que j'ai fait. Est-ce que tu penses que tu aurais fait une si grande carrière si tu étais resté Patak? Non. Non, Pourquoi? Parce que t'es pas un petit libéraux, tu vois. Non, mais en fait, ce qui se passe, si tu veux, c'est... Alors, voilà, quand tu regardes maintenant, c'est obsolète. Tu vois les jeunes maintenant, et déjà, ils font 2,5 m. Ils font 2,5 m, ils touchent 3,90 m, c'est n'importe quoi. Donc forcément, tu vis dans un autre monde. Mais à l'époque, oui, j'aurais pu faire une bonne carrière. Je pense qu'en tant que réceptionneur attaquant, j'aurais joué en Liga. Ça aurait été sympa, quoi. Mais j'aurais jamais eu la carrière que j'ai eue avec l'équipe de France, même dans les clubs étrangers. Enfin, c'était pas possible. Donc pour moi, ça a été une vraie opportunité. Pour les jeunes qui regardent, que ce soit les jeunes pros, tu vois, les jeunes français ou même les jeunes qui aspirent à devenir pro, comment tu as vu, toi, l'évolution du volley sur ces dernières années? Tu vois, tu disais, à ton époque, c'était pas si professionnel que ça. Est-ce que toi, déjà, c'est une évolution qui te plaît? Comment le volley est devenu maintenant? Alors oui, ça me plaît parce que enfin le volley est vraiment devenu un métier à part entière. C'est-à-dire que pour les bons joueurs, tu peux en vivre de ta vie, en fait. Donc ça, c'est important. Voilà, après, il faut toujours réfléchir aux autres, évidemment, parce que tu as toujours le haut du panier, mais tu as aussi ceux qui sont en élite, en Pro B, qui vivotent, qui essayent de trouver des contrats. Donc oui, l'évolution, pour moi, elle est bonne, parce que maintenant, regarde les meilleurs joueurs français, c'est les meilleurs joueurs du monde. Maintenant, ils ont des contrats incroyables, mais c'est aussi parce qu'ils le méritent, c'est les meilleurs joueurs. Donc ça peut pousser aussi, nous, nos jeunes, à se dire qu'ils sont dans le meilleur pays, qu'ils sont dans une très bonne formation et qu'ils peuvent vraiment en gagner. Mais bon, c'est ce que j'ai fait avec mes enfants, avec ma femme, c'est surtout que on a toujours dit les études d'abord, en fait. Voilà, donc passez votre bac. Après, vous essayez de vous débrouiller pour trouver quelque chose qui vous plaît, mais d'abord les études, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On n'est pas dans le tennis, dans le foot. Où tu fais une saison et tu peux arrêter ta carrière. C'est ça, et puis c'est surtout que dans ces sports-là, tu es rémunéré à l'âge de 14-15 ans, tu as déjà quelque chose, en fait. Donc c'est aussi biaisé, mais en tout cas, le volley a pris cette direction-là. Bon, en France, j'avoue que tu étais mieux payé quand j'étais, par exemple, dans les années à Tours, là, quand j'étais dans les années 2002, où on était vraiment bien payé. Ok, mieux que maintenant, du coup. Ouais, on était... Donc c'est ça, moi j'ai fait de 2002 à 2005 à Tours, et franchement, on était vraiment bien payé. Ok. Ouais, on était... en tout cas, moi pour ma part, j'étais mieux payé que quand j'ai terminé ma carrière à Tours, par exemple. Ok. Mais on parle de quelle échelle, pas forcément le prix, tu vois, mais divisé par deux. Oh non, c'était quasiment, mon salaire, il était multiplié par 1,5 en fait. Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, mais c'est aussi parce que je pense que la DNACG n'était pas encore là, parce que maintenant la DNACG, elle est vraiment à éplucher tous les comptes. Voilà, donc avant, il y avait quand même, on va dire, beaucoup plus de latitude sur les salaires, sur les frais de déplacement, toutes ces choses-là. Et plus de billets qui passaient sous le tapis, quoi. Mais après, en même temps, les clubs survivaient comme ça, en fait. Ouais, ok. Voilà, jusqu'à un moment donné où il a fallu réglementer. Donc voilà, mais non, c'était pour dire qu'il y a une époque où c'était, en 2005, quand j'étais à Tours, c'était déjà bien, en fait. Hein. Okay. Dire, moi, ma carrière était devenue croissante, et donc à chaque année, j'arrivais à toucher des meilleurs contrats. Mais bon, c'est aussi une évolution. Maintenant, peut-être que les joueurs sont moins payés, mais ils sont peut-être plus protégés aussi. De fait de la Sécu, de France Travail, de Pôle emploi, donc toutes ces choses-là. Pour revenir sur ta carrière, tu fais des saisons à Asnières et à chaque fois tu montes, tu atteins la première division et là, il y a Paris Volley qui t'appelle, enfin
l'actuel Paris Volley, où le coach était Glenn Hogue, Exactement. une légende du volley canadien. Et tu disais les études c'est important, donc tu fais en même temps une licence STAPS, Ouais. c'est ça? C'était quoi le projet, toi, quand tu es arrivé à Paris? Tu disais que tu étais ambitieux, mais en même temps, tu fais les études, du coup. Alors, en fait, bon, très clairement, au départ, je m'étais lancé dans le kiné, dans la kinésithérapie, à l'INSEP. Parce que l'avantage, c'est que je bénéficiais du statut de sportif de haut niveau. Donc, je pouvais rentrer à l'INSEP. Et c'était vraiment une bonne passerelle parce que là-bas, c'est vraiment tous les sportifs. Et il y a beaucoup d'allègements, en fait, dans les études, dans les cours, pour que tu puisses faire ton sport. Donc, c'était vraiment l'endroit idéal. Donc, quand je suis arrivé, je m'étais dit, écoute, voilà, pourquoi pas kiné? Bon, j'ai commencé et j'ai vu que voilà, tout ce qui était anatomie, tout ça, c'était quand même une bonne prise de tête. Et puis, j'avoue qu'à cette époque-là, je réfléchissais pas à mon corps, toutes ces choses-là, quoi. J'étais jeune, j'y allais, j'allais à fond, et puis voilà, il se passait ce qui se passait. Donc, forcément, au fur et à mesure, quand tu commences à te blesser, tu commences à connaître ton corps, les ligaments, les tendons, les articulations. Donc, c'était beaucoup plus intéressant, en fait. Voilà. J'ai basculé rapidement en STAPS. Et Glenn, justement, Glenno, qui lui c'est clairement un formateur. Lui, il aime bien prendre les jeunes. Il aime les planifier, ce qu'il appelle sur 2-3 ans, pour les préparer physiquement, pour les préparer vraiment. Il a des... Enfin, voilà, lui, quand tu discutes avec lui, c'est un vrai plaisir parce qu'il il a des plans de carrière quasiment pour tous ses joueurs. Okay. Voilà, quand il veut les développer physiquement, voilà, Oliver Kiefer, à l'époque, il était épais comme ça. Il est arrivé, tu vas voir, tu as bossé avec moi pendant 3 ans. Enfin, à la fin, il était de Nanterre, il est arrivé, il a fini en équipe de France. Et moi, c'était pareil. Moi, avant, je ne savais pas ce que c'était qu'une barre de muscu. Première muscu que je faisais avec Glenno, que j'ai vomi, en fait. Ah, c'est clair, hein, j'ai vomi. Il me faisait faire des trucs, je ne comprenais pas. Enfin, bref, j'étais dans un autre monde. Okay. Mais je me suis accroché, puis je savais que c'était pour mon bien. Puis je suis tombé dans une équipe incroyable avec des joueurs magiques. Première saison, champion de France, Coupe de France et Coupe d'Europe aussi, victoire contre Cuneo à l'époque. Exactement. Bon, belle première saison quand même. Ah bah c'était incroyable, hein. C'est inespéré en fait. En fait, dans cette équipe-là, on réfléchissait jamais au lendemain. On vivait notre jour même. Voilà, on se disait pas non, on jouait. Donc en plus on a eu la chance de gagner. Justement, notre antagoniste à l'époque c'était Tourcoing, qui était vraiment, qui l'est toujours, hein, mais qui était vraiment une grosse équipe. Je me rappelle, la mairie, la région mettait énormément d'argent pour le club parce que c'était le club phare du Nord. Et Tourcoing était vraiment une grosse équipe. Il y avait Laurent Capet qui était international. Il y avait d'autres joueurs. Et c'était vraiment le Paris-Tourcoing. C'était un petit peu le Tour Chaumont actuel, en fait. Ce sont des matchs comme ça qui te faisaient progresser. C'est marrant parce que là, sur YouTube, je regardais des matchs parce qu'il y a encore des matchs qu'on avait fait notre finale contre Trévise ou des choses comme ça. Et ça fait bizarre de revoir ces images-là, quoi. C'est sympa, mais c'était le bon vieux temps. Et quand vous gagnez contre Cuneo, qui était une bonne équipe italienne. Ouais, ils étaient 3e, je crois, 4e. C'était quoi l'écart de niveau entre l'Italie et la France à l'époque et l'Italie et la France maintenant? C'était le même? C'était moins différent ou plus différent? Non, alors je dirais que je pense qu'à l'époque, 2 ou 3 clubs français pouvaient rivaliser avec certains clubs italiens. Voilà. À l'époque, l'équipe la plus forte, c'était Trévise, le Sisley Trévise. Ouais. Ça a été un antagoniste aussi pour toi, d'ailleurs, alors, après, ta carrière. Après, et en fait, c'était vraiment la référence pour tout. Pour les structures, pour l'encadrement, c'était le summum. Alors que maintenant, tu as un tel niveau de puissance financière, c'est injouable. Et surtout, en fait, avant, tu avais quoi? Tu avais Italie. La Russie n'était pas encore une terre d'exil pour les Français. Donc tu avais que l'Italie, quoi. Et la France, c'était plutôt pas mal. Alors que maintenant, tu as Turquie, Pologne, tu as toujours la Russie, tu as l'Allemagne. Donc, même certaines équipes brésiliennes, en vrai. Ouais, donc et puis en fait, à l'époque, si tu veux, les joueurs français ne partaient pas. Ils partaient en Italie et c'est tout. Tu voyais jamais. Tu as limite Dominique Daquin qui a commencé à lever le voile en partant en Russie, en fait. Mais sinon, il n'y avait jamais personne. Et jamais personne partait au Brésil, tout ça, c'était pas possible. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas demandé
ou parce que pas l'envie de partir? Je pense qu'à la base, on aime bien rester chez soi, tu vois. On est un peu casanier, on se dit la France est bien, tout ça. Et puis peut-être qu'on n'avait pas aussi le niveau, parce que le niveau de l'équipe de France à l'époque était bonne, parce qu'on était, on a commencé à performer dans les années 2000-2001 et on a été, je crois, 2e ou 3e au classement mondial. Donc voilà, donc on était bien. Mais en fait, je pense que c'était pas encore la mode de partir. Ça a commencé à partir après, parce qu'il y en a eu des joueurs qui sont partis en Italie, mais c'était 1, 2, 3 joueurs. Ouais, bien sûr. Et à force, par contre, à partir de ces années-là, là, on commençait à s'expatrier, en fait. Donc ça devenait pour nous un business, en fait. Ok. Deuxième saison au Paris Volley, c'est un peu, on prend les mêmes et on recommence, même si il y a des joueurs qui sont partis, mais là c'est pareil, c'est champion de France, Coupe de France, Super Coupe d'Europe, Ouais, c'est vrai. Ligue des Champions aussi, première Ligue des Champions d'un club français. Est-ce que c'est vraiment la compétition qui compte, la Ligue des Champions, en club, je veux dire? Alors, je te dirais que quand tu as les moyens de la remporter, je te dirais oui. Voilà. Parce que si tu joues les meilleures équipes européennes, les meilleurs joueurs du monde, enfin moi en tout cas, c'est ce qui me faisait vivre en fait. C'est ce qui faisait battre mon cœur, c'est de pouvoir jouer contre les meilleurs, de les battre, d'être reconnu, tu vois, de montrer qu'un club français pouvait gagner. Et, moi, je te dis, je l'ai vu récemment, le match là, de Paris-Trévise. Tu as l'impression, ça joue un peu plus haut, tout ça, mais tu avais encore des joueurs incroyables en fait. Des joueurs incroyables, mais que ce soit à Paris ou à Trévise, c'était flippant. C'est des souvenirs qui font que petit à petit, tu gravis les échelons en prenant de l'expérience. Moi, je sais que je me suis blindé année par année en évoluant dans des clubs qui sont bien structurés et où je m'amusais. Hein. Est-ce que c'était la... Bon, tu vas la regagner après, quelques années après à Tours, la Ligue des Champions, mais est-ce que cette époque-là, c'était la seule époque où les clubs français pouvaient gagner une Ligue des Champions? Tu vois, Oui. est-ce que c'est révolu maintenant avec l'état actuel des choses? Maintenant, actuellement, je te dirais oui. Là, si un club français gagne la Ligue des Champions, c'est qu'ils ont fait le mercato du siècle et qu'ils ont joué à 100% tous les matchs. Parce qu'en fait, tu regardes Chaumont qui est en Ligue des Champions cette année. Je passe le cas de Saint-Nazaire parce que Saint-Nazaire, c'était un peu particulier cette année avec l'énorme renouvellement qu'ils ont eu. Mais tu regardes Chaumont qui a vraiment une bonne équipe cette année. Hein. Franchement, c'est vraiment une bonne équipe. Moi, je pense que l'année dernière, ils étaient peut-être même un peu plus armés, en fait. Voilà, c'est mon avis, mais voilà, c'est le mien. Cette année, tu regardes, alors même si ils ont fait des contre-perfs, parce que très clairement, quand tu discutes avec eux, avoir perdu contre les Bulgares ou même les Allemands en menant à chaque fois 2-0, c'est un peu une contre-perf, mais à la fin, ils auraient chopé Jastrzębski ou comme ils ont pris ou Zavierce ou Perugia. C'est un monde d'écart, en fait. Mais pour en avoir parlé avec Mathis, qui joue dans l'équipe, et ton fils, du coup, pour ceux qui ne le savent pas, bon, il m'a dit Trentino, ils prennent un set et il y avait quelque chose à faire, quoi. Même si c'était plus la Ligue des Champions, c'était la Sèvres. Mais au final, Trentino, c'est une équipe qui pourrait jouer la Ligue des Champions. Mais tu as toujours quelque chose à faire, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est que ça reste des hommes. Tu as toujours quelque chose à faire. Mais le truc, c'est qu'en Ligue des Champions, il faut gagner 2 matchs. Tu gagnes ton premier match. Après, il faut les gagner chez eux. Tu vois, donc après, je te dis, si tu as un alignement de planète où tu vas recevoir à chaque fois le deuxième match et que tu joues ta vie et que tu les amènes au Golden Set, c'est plus la même. Un peu comme Tours. Mais c'est ça. Mais c'est exactement ça. Trento, ouais. Voilà. Mais ça, il faut le faire 4 fois. 8e, quart, demi-finale. Tu le fais une fois, c'est bien. Deuxième fois, les mecs ils commencent à comprendre. Au bout de la troisième fois, s'ils n'ont pas compris, c'est que... Il faut que les planètes elles soient vraiment bien alignées. Oui, quoi. Mais en fait, c'est ça. Mais c'est surtout que nous, à l'époque, quand tu regardes entre Paris et Tours, mais on avait peut-être le passeur qui était un des meilleurs passeurs du monde, Ken Greaves, un Canadien c'était un magicien. On avait Paul Douardel, le pointu. J'ai jamais vu un pointu comme ça. Et même actuellement, un mec qui était... en plus, il était beau à voir. Esthétiquement, il sautait, il volait. Au bloc, j'ai jamais vu un bloqueur comme ça, même maintenant. En 1 contre 1, j'ai jamais vu un bloqueur comme lui. Et c'est des Canadiens, c'est des mecs, ils ont qu'une envie, tu vois. Donc, avec une rigueur de travail en plus, souvent. Mais il y a ça. Stéphane Antilla, à l'époque, c'était un DR6 qui était le plus complet du monde. Tu avais Marek Pakosta, c'était un
un central de la République tchèque, mais on ne le voyait pas. Mais à chaque fois, il te faisait 3 aces, 4 blocs, 7 sur 10 à l'attaque. Maintenant, si tu veux, en France, enfin dans les clubs français, c'est des bons joueurs. Mais ça ne fait pas la diff contre une équipe où Là où maintenant... t'as que des tueurs, quoi. Bah, c'est un peu ça, en fait. Alors, c'est pas impossible, mais il faudrait déjà que tu domines le championnat de France. Et là, actuellement, en fait, et c'est aussi ce qui rend le championnat de France attrayant. C'est que personne domine, en fait. C'est que tu n'as personne qui domine. Tu peux perdre contre le dernier si jamais tu n'es pas à ton niveau. Donc, c'est ce qui fait l'attrait du championnat de France. Mais pour les Coupes d'Europe, il faut vraiment qu'il y ait un alignement, quoi. Troisième et dernière saison au Paris Volley, du coup. Là, vous faites un championnat parfait, je crois. Enfin, en saison régulière, vous perdez pas. Non. Mais au play-off, vous faites pas une bonne perf. Non, on est champion de France. Ah oui, non, pardon. C'est en Coupe de France que vous faites éliminer par Dunkerque. Je ne sais plus, c'était Dunkerque. Ouais, c'est possible. En Coupe de France, vous faites éliminer par Dunkerque, mais vous faites 9e de Ligue des Champions, je crois. Ouais, en Ligue des Champions, cette année-là, on n'avait pas... Bon, après, on était attendu. L'équipe avait un petit peu changé, je crois, une ou deux pièces près. Et on avait des blessés. Et puis, bon, la Ligue des Champions, ça a été clairement raté. La Coupe de France, pareil. Et non, en championnat, je crois que c'est même l'année où on n'a pas perdu un match. Ouais, vous perdez pas un match, ouais. Mais c'est vrai qu'en Coupe d'Europe et en Coupe de France, on a eu des contre-perfs. Donc ça fait 3 saisons, enfin, sans compter les saisons à Agnières, ça fait 3 saisons sur 3 où tu es champion de France. C'est vrai. C'est pas mal. Ouais, il y a mieux. Il y a pire. Hein. Il y a pire. Et à cette époque-là, tu pars à Tours, mais j'ai lu que tu devais pas partir à Tours, non. de base. En fait, j'avais... alors, je ne devais pas partir à Tours. En fait, à cette époque-là, il y avait un club italien, Cuneo, justement, qui m'avait fait une grosse proposition sur 3 ans. Que tu rejoindras par la suite après. Ouais, mais en fait, je me sentais pas. Voilà, je me sentais pas prêt à aller dans le championnat italien tout de suite. Voilà, tu le sens ou tu le sens pas, ces choses-là. Et moi, je me sentais pas encore prêt à aller dans le championnat italien, me frotter face aux meilleurs. J'avais encore besoin d'accumuler de l'expérience pour vraiment être blindé. Bon, j'ai attendu. J'ai quand même attendu parce que voilà, t'as aussi le côté économique qui commence à rentrer en ligne de compte. Bon, j'ai attendu et puis j'ai eu un accord avec un club étranger. C'était pas Cuneo, c'était un autre club italien. Et ça s'est pas fait. Okay. Donc je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau et en fait à ce moment-là, Vlad Alekno m'avait appelé pour me demander si Tours ça m'intéressait. Donc je lui ai dit bah oui. Donc ça s'est fait comme ça. Il a même s'il avait pris des joueurs, il avait réussi à entre guillemets à me laisser une place. Et en fait je débarque à Tours. Donc ça a été une autre expérience de ma vie, complètement différente, parce que j'ai connu un club, pour le coup, qui était vraiment structuré au niveau des partenaires, au niveau de la salle. Enfin, la salle Grenon, c'est toujours d'ailleurs, c'est vraiment un chaudron, c'est vraiment fait pour le volley. C'est un club qui s'est fait au fur et à mesure et qui maintenant arrive à pérenniser. Justement, à l'époque, c'était pas le Tour de maintenant, en fait. C'était pas le Tour qui gagne tout, en fait. À l'époque, ils avaient encore rien gagné. C'était Paris qui gagnait tout et qui dominait clairement sur le volley français à l'époque. Clairement. Première saison à Tours, tu arrives avec Alekno. Pour ceux qui connaissent, c'est celui qui a coaché, qui a tout gagné avec Kazan. Maintenant, il est à Saint-Pétersbourg, si je ne me trompe pas, avec Genia. Ouais. Vous faites, si je ne me trompe pas, 2e du championnat de France, mais vous apportez le premier titre en Coupe de France du club. Exactement. Ça aussi, ça a été une belle expérience, que Tours n'avait rien gagné en fait. Et cette année-là, ils avaient recruté, il y avait moi, il y avait Loïc de Cargray, qui était le passeur de l'équipe de France, le fameux passeur avec les Rastas. Qui l'a encore d'ailleurs. Ouais, lui, Loïc, il ne faut pas lui enlever ça. Hein. Faut pas lui enlever ça. Il y avait lui, ils avaient recruté Alexandre Sloboda, qui était un Brésilien qui jouait à Tourcoing d'ailleurs, qui était très bon. Il y avait déjà Nikolov aussi à l'époque. Non, Nikolov n'était pas encore là. Il arrivait l'année d'après. Et il y avait un petit Algérien, personne ne le connaissait, Hichem Gamadi, il venait de Cannes, avec Loïc de Cargray, il l'a fait venir. C'était devenu la pépite du championnat. Et donc, en championnat, on bat Paris Volley. Donc, mes anciens coéquipiers, on les bat en demi-finale de Coupe de France. À l'époque, c'était à Coubertin, c'était sur un Final Four. Et on a fait un match incroyable. On les bat, on gagne le premier titre pour Tours, où là, c'était la furie dans la ville, pour les supporters, tout ça. C'était incroyable. On a vraiment senti que c'était un vrai moment de plaisir pour tous les Tourangeaux. Et on n'arrive pas à gagner cette finale où on prend un match chez nous, on leur met 3-0, mais on fait un match monstrueux.
Et on perd 3-2 le match à Paris au tie-break ou à l'expérience, ils nous battent. Et le lendemain, c'était le match d'appui et ils nous ont battus à l'expérience. C'est un bon souvenir, mais ça voulait dire que Tours pouvait commencer à concurrencer. Et c'est à partir de ce moment-là où il y a eu du recrutement justement de haut niveau qui a été fait pour justement pérenniser. Sur la saison d'après, du coup, vous avez un parcours en Ligue des Champions. Ouais, en Ligue des Champions, on perd en demi-finale ouais. C'était contre Belgorod à l'époque. C'était en Russie. On joue contre Belgorod, on perd contre Belgorod qui était devenu l'épouvantail. On a battu Belgorod, on a perdu contre Belgorod et on gagne la 3e place contre Salonique où à l'époque Grand Vorka jouait là-bas. Mais vous gagnez encore une fois le championnat régulier. Première fois qu'on gagne le championnat. Ouais. Encore une première pour Tours du coup. Ouais. Premier titre de Coupe de France la saison dernière. Premier titre de champion de France cette année-là. Et l'année d'après, du coup, encore une Ligue des Champions. Exactement. Non, mais là, franchement, autant avec Paris, franchement, on avait avec Paris, la première année à Paris, quand on gagne le titre de Ligue des Champions, on les avait battus en Supercoupe déjà et chez eux. Donc, on les avait battus chez eux. Donc, on avait déjà un petit peu distillé, tu sais, un peu ce doute, tu vois, quand on les avait joués. Parce qu'il faut savoir que le Final Four qu'on gagne, c'était chez nous à Paris, à Carpentier. Oui. D'ailleurs, quand on a fait la coupe l'année dernière, ça m'a refait des flashs un peu de tout ça, là, parce que j'étais pas revenu depuis. Ah ouais, ok. Et donc, c'était chez nous. Donc, on sentait avant le Final Four que, franchement, on pouvait la gagner, quoi. Voilà, que si on jouait bien, on pouvait la gagner. Alors que là, on fait une Ligue des Champions où on fait une poule où on bat Piacenza, qui était la première équipe d'Italie, on les bat 2 fois. Alors qu'ils avaient, ils avaient Gribic, ils avaient Anderson, ils avaient les meilleurs joueurs du monde, on les bat 2 fois. Donc on avait fait 2 matchs super solides. Et puis on joue contre Paris Volley. Ouais, ce duel fratricide, vous les éliminez. On perd chez nous. Putain, et là, c'est pas possible. Parce que vous venez du coup de gagner contre Piacenza et vous perdez contre Paris, ouais. Et on perd le match chez nous contre Paris, tu vois, alors que chez nous, on était injouable. Et là, on s'est vraiment réunis entre nous. On a dit, les gars, on peut pas finir avec des champions comme ça. Enfin, tu vois, pas contre une équipe française. Enfin, là, on vient de battre Piacenza. Maintenant, on va perdre contre Paris. Enfin, c'est pas possible, les gars. Et là, je me rappellerai toujours que les 2 jours avant, il n'y avait pas un bruit dans la salle. Les mecs, on s'entraînait comme des... Il n'y avait pas un bruit. C'était pour te dire que pour la première fois, on sentait que ce match-là, il ne fallait pas le perdre. C'était Alecno encore ou pas ? Non, c'était Cernotti. Ok, ouais. C'était l'italien, Cernotti. Ouais, okay. Alecno, il est parti l'année d'avant au Dynamo de Moscou. Et il n'y avait pas un mot. Je me rappelle, j'ai encore des images. Moi, j'étais dans la chambre avec Thomas Samuelvo, donc, qui était l'entraîneur de la Russie là, pendant les Jeux Olympiques de 2021. Et c'est aussi un de mes grands amis. On était dans la chambre et on se parlait, tu vois, on se disait, mais c'est pas possible, on va pas perdre. Enfin, non. Et puis lui, il me disait, mais Hubert, mais non, mais t'es fou, on va jamais perdre, je te le dis, on va gagner. Enfin, parce que lui, c'est un guerrier. Et on commence le match, je me rappelle, dans les vestiaires, il n'y avait pas un mot. Puis à un moment donné, je ne sais plus qui parle. Enfin, on dit, les gars, ce match-là, on ne le perdra pas. On ne le perdra pas. Et on arrive et on fait un match où je crois qu'on gagne 3-0 le match. Et en plus, Samuelvo jouait et il se blesse au bout d'un 7,5. Tu vois, donc, putain, lui, le guerrier, il ne peut pas jouer. Enfin, c'est pas possible. Tu gagnes pour lui, quoi, limite. Voilà, et puis on avait des bons joueurs et on gagne. Et après, du coup, vous jouez la finale à Salonique, exact, en Grèce. De ce que j'ai lu, c'était une ambiance de fou, et limite, quand t'es arrivé dans le gymnase, c'était hallucinant. On a la chance parce que ce soit la finale contre Trévise et la finale contre Salonique, elle est sur YouTube. Oui, mais je crois que... Alors, je sais plus avec qui t'avais fait une interview, mais tu disais... quand t'arrives au niveau du couloir, t'entends le bruit des spectateurs. Ah, mais tu dis où est-ce qu'on est tombé, quoi. C'était n'importe quoi. Il y avait 12 000 mecs. C'était que des supporters de foot, de basket, de machin. Ils étaient torse nus avec les écharpes. Enfin bon, t'arrives dans la salle déjà, t'as le terrain, il est envahi de papier toilette ou de, tu sais, les rouleaux de calculette. Comme ça. Ah oui, d'accord. Ok, ouais. Okay. Putain, mais on plaint des trucs. Puis à un moment donné, on est là et puis on entend un gros boom dans la salle. Tu te rends compte que c'était une cuvette de chiottes qu'ils avaient lancée sur le terrain. Non, mais le truc, c'était... Je dis, mais les gars, on est tombé où, là? On est tombé où? On est tombé chez les fous. Puis ça chantait tout le temps.
Alors, nous, avec Loïc, on avait eu la chance, c'est qu'en 2002, avec l'équipe de France, on est allé en Argentine, on avait fait le championnat du monde en Argentine, Ouais, on avait ouais. joué les Argentins, pareil, devant 11 000 personnes à Buenos Aires. Et Aussi c'est les cuvettes de exceptionnel. chiottes et... Exceptionnel. Je crois que j'ai jamais vu ça, un public aussi en osmose avec les joueurs, avec tout. Ils faisaient la hola, ils faisaient la vague, c'était magnifique. Et donc là, on ressentait un petit peu ça, plus agressif. Premier set, on se prend une branlée, je crois. En plus, je dois me prendre 4-5 aces, tu vois. J'étais pas du tout dans mon match. On prend 25-12, un truc comme ça. Et puis là, j'ai Nikolov, tu vois, le pointu Nikolov, il vient me voir. Et il commence à me dire, ah Hubert, en récep, il faudrait que tu fasses ci. Puis là, je le regarde, je lui fais, hey, tu vas quand même pas me donner des conseils en récep, toi. Et là, ça m'a débloqué. Comme jamais, je me dis, hey, vraiment, là, t'es tombé bas. Parce que si lui, il commence à te donner des conseils en récep, ça va pas. Enfin, bref. Et là, petit à petit, on se remet à jouer au volley. On gagne le deuxième set à l'arrache, je crois, 31-29, un truc comme ça. Troisième set, on le domine. Et le quatrième set, ça se joue à rien et on gagne. Et là, c'était de l'inespéré. Enfin, tu te dis, surtout que tu voyais le match d'avant, la demi-finale, c'était Salonique contre Belgorod. Ça s'est terminé 20-18 au tie-break. C'était un match de malade où ça se passait à 3,70. Enfin, il n'y avait que des animaux sur le terrain. Nous, au contraire, on jouait au volley. Enfin, tu vois, et on bat Salonique. Exceptionnel. Est-ce que tu penses que Nikolov père a donné des conseils à Nikolov fils en récep du coup? J'espère pas pour lui. Par contre, je pense qu'il a dû lui donner des conseils à l'attaque parce que les deux, ils sont un petit peu, c'est un petit peu hors catégorie. Je pense. Même le dernier, hein. Même celui qui est passeur, bon, tu vois. Moni, il est plus physique que son frère encore parce qu'il est plus grand, il saute, c'est un athlète. Hein. De toute façon, les chiens font pas les chats. Hein. Donc là, si on prend un peu du recul maintenant, c'était ta dernière Ligue des Champions que tu as gagnée. Je dis pas ça de manière dégradante, hein. Il y a des gens qui rêveraient d'en gagner une. Ah non, mais aucun souci, hein. Moi je suis très satisfait de ça. Hein. Est-ce qu'à l'époque, tu as conscience de la difficulté que c'est de gagner une Ligue des Champions et que c'est possiblement la dernière? Non. Non, parce que dans ma tête, je veux partir, je veux aller jouer à l'étranger, je veux aller dans les meilleurs clubs. Donc je me dis que si je vais dans les meilleurs clubs italiens, je vais peut-être... Enfin, en fait, je réfléchis pas comme ça. Je me dis, encore une fois, partout où je vais, je veux gagner, en fait. Après, s'ils font une Challenge Cup, je vais pour la gagner. Si c'est une CEV, enfin voilà, tu vois. Donc, je dis, peu importe la formule ou le championnat ou la catégorie, j'y vais, c'est pour la gagner, en fait. Ok. Voilà, donc, ouais. Le temps de tes saisons à Tours, tu as eu tes enfants aussi, ouais. Mathis et Ilir, et tu pars en Russie pour une saison. Comment ça se passe? Tout le monde te suit? Oui. En fait, c'est Vladimir Alekno qui était parti au Dynamo de Moscou qui me demande de venir. Donc, du coup, je commence par un choix quand même assez compliqué parce que je pars de France pour aller en Russie. J'étais le deuxième Français à y aller. Bon, certes, c'était la capitale, mais enfin bon, ça restait la Russie. C'est quand même un pays très fermé. Les gens sont quand même assez froids, surtout en 2006. Donc bon, c'était un vrai challenge. Hein. Voilà, après, c'est sûr que le côté économique a joué parce que c'était vraiment une très bonne proposition. Mais c'était pas simple. En termes de... Là, pour le coup, pour avoir vécu en France tout le temps, et je pars en Russie où c'est complètement... c'est assez froid, tu joues pour toi. C'était compliqué pour la famille aussi, parce que en plus, nous, quand on joue à domicile... Mise au vert, enfin à l'extérieur. Donc du coup, quand tu avais 2 matchs par semaine, mes enfants, ma femme, ils ne voyaient pas. Donc c'était dur aussi pour eux. Donc en fait, eux, ils sont partis chez ma femme en Albanie avec les enfants, voilà, parce que c'était compliqué. Donc moi, je suis resté tout seul. Et donc voilà, donc je me suis accroché. Et ça a été une très bonne expérience parce que c'était un endroit dur, mais où il fallait vraiment que je charbonne pour y arriver. Hein. Tu fais champion de Russie. Ouais. Est-ce que c'est plus dur de gagner en Russie? Franchement, on était déjà une bonne équipe. Donc, de toute façon, le Lotingueni, c'était Belgorod. Tous les autres, on les battait. Vraiment, Belgorod, c'était l'équipe qui, soit ils nous battaient, soit on les battait. En plus, on avait organisé la Coupe de Russie, on perd contre eux en finale. Un gros choc. Tu as le président qui vient te voir le lendemain et qui dit maintenant, j'arrête de te payer. Tu vois, des trucs comme ça. Sympa l'ambiance. Donc, j'ai dit où est-ce que j'ai débarqué? Moi, j'y suis allé un peu pour l'argent. Si tu me payes pas, enfin, tu vois. Ouais. Donc, Alekno me dit non, t'inquiète pas, c'est surtout pour les Russes, tout ça. Donc, enfin bon. T'as pas la protection du droit du travail là-bas, j'imagine. Tu vois, donc tu veux, c'est voilà. Mais c'est en même temps, ça te blinde. Hein.
Et surtout, dans cette équipe-là, il y avait peut-être le meilleur joueur du monde, futur joueur du monde, c'était Matej Kaziski. Ok, Et lui, je l'ai vu faire des trucs que j'ai jamais vu faire quelqu'un. Alors, il faut savoir que quand on s'entraînait, donc les Russes, c'était 2,15 m, 2,16 m. C'était des Mouzerski actuels, en fait. Et puissance de frappe, c'est n'importe quoi. Voilà. Et donc, on fait des entraînements. Pour donner une anecdote, on fait des entraînements. Et les entraînements, au départ, c'était, donc on fait du 6-6. Et l'objectif, c'est de faire le point en attaquant sur la ligne. Mais le bloc te bloque la ligne. Donc, toi, c'est à la puissance. Tu vois ? Ok. Puis Kaziski, qui était quand même déjà un bon animal, il n'arrivait pas, tu sais, il comprenait pas, il n'arrivait pas à tout ça. Et puis à un moment donné, il commence à s'agacer. Il dit au passeur, bon maintenant, je veux que tu me lèves une balle haute en 4, je veux haute en 4 au filet et je me démerde. Et puis il s'était énervé alors que lui, c'était un gamin, il avait 19 ans, enfin tu vois. Puis là, les Russes commencent à là, l'autre, il lui lève une balle. Il y avait quand même 2 blocs de 2,15 m, donc je te jure, il a tapé ça au-dessus de la mire. Il a tapé au-dessus de la mire, au-dessus du bloc, à 7 mètres. Et il a dit, voilà, c'est comme ça que je veux les balles. Je suis resté comme ça. Ouais, les animaux, quoi. Les Russes, ils ont fait... Putain, il a calmé tout le monde. Alors que c'était un jeune qui débarquait, quoi. Mais il venait de débarquer. En plus, Alekno, il avait vraiment misé sur lui, parce qu'il avait investi beaucoup d'argent sur lui. Il avait fait signer 3 ans. De plus, tu n'avais que 2 étrangers par club, donc tu avais lui et moi. Et lui, il a fait des trucs de malade. Enfin, moi, il y avait des matchs où, notamment, on joue Tours en Ligue des Champions, où le premier match, on est mené 14-10 chez nous au tie-break. Il passe au service, 16-14. Il balance 5 bombes, et je l'ai vu faire ça 4-5 fois. Pour moi, c'était le joueur du moment. Puis qui a fait une belle carrière aussi. Ouais, bon, après il était à la Trento, ils ont tout gagné. Enfin, bon, de toute façon, il était voué à ça. Bon, j'espère que tu m'en veux pas parce que je passe un peu rapidement sur chaque club, mais parce qu'il y en a des choses à dire. Pas de souci. Donc après, on est en 2006, tu pars en Italie, à Rome, avec Ivan Zaïtsev à la passe. C'est vrai. C'était autre chose. C'était pas le Zaïtsev de Loubet ni de Perugia, quoi. C'était une autre époque. C'est vrai qu'Ivan, il était deuxième passeur. Un petit blond avec une crête là, qui sautait comme un malade. Et il était passeur parce que son père était passeur. Ouais, c'était l'un des plus grands passeurs de la Russie, non ? Ouais, bah oui, clairement. Mais bon, il a vite switché. Hein. Je crois qu'il est parti l'année d'après à Latina, où il a fait deuxième passeur. Puis c'est à ce moment-là où il a commencé à changer de poste, où il a commencé comme récep attaque. Ouais. Après, il a fait pointu, mais il a fait les 2 rôles. Et ouais, à Rome, c'était 2 années magnifiques. Hein. Mais quand tu arrives, vous perdez contre Trévise en coupe, et vous gagnez pas le championnat non plus. Non. Ça fait 10 ans que tu es pro. C'est la première année où tu gagnes pas, quoi. Ouais, tu vois, comme quoi, c'est ce genre de truc où Alors, je peux te dire, quand on avait perdu la finale de coupe, enfin, t'imagines qu'il y avait Paolo Toffoli, enfin, vous connaissez pas, mais c'était quand même le passeur de la génération des Italiens qui ont tout gagné. Et je jouais avec lui, il avait 40 ans. Et le mec, c'était incroyable. La passe, tu lui demandais de faire une passe n'importe où, il te la mettait au cordon. Voilà. Bon, après, même s'il était au bout de terrain, quoi. Incroyable. C'est des gars comme ça. Moi, quand je suis arrivé, bon, après, c'est Rome en plus. J'arrive à Rome, ça venait d'arriver, nouvelle équipe. Le propriétaire, c'était un milliardaire. Donc, à chaque match, je te jure, à chaque match, il arrivait avec un cadeau pour nous. Alors, des fois, c'était des iPods. Des fois, c'était des trucs, c'est pas les trucs à 10 balles. Hein. C'était des trucs incroyables. C'était pas un pot de fleurs que t'as quand t'es MVP, quoi. C'est incroyable. Et à chaque fois, c'était comme ça. C'était une belle époque et j'ai retrouvé Sarniotti, en fait. Qui était l'entraîneur de Tours à l'époque. Du coup, deuxième saison, c'est ce qu'on disait, tu fais deuxième de Super Coupe où tu perds contre Trévise. Championnat et coupe, tu fais 4e et 5e, je crois, respectivement. Et encore une Coupe d'Europe que tu remportes. Là, c'est ta deuxième CEF Cup ? Ouais. La première restait avec Paris. Donc ça fait 2 Ligues des Champions de CEF Cup. Et après, tu pars à Forlì, une équipe de deuxième div qui vient de gagner et qui monte. Pourquoi t'es parti là-bas ? Ce projet intéressant ou belle opportunité ou... Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que tout simplement qu'à Rome, je venais de re-signer mon contrat pour 2 ans. Donc tu fais 2 saisons et tu re-signes. Je re-signais pour 2 ans, donc tout va bien. Je pars en vacances. Mois de juillet, on est c'est mois de juillet ou c'est fin juin, enfin peu importe.
J'arrive sur le sol italien pour revenir chez moi, tout ça. Là, j'ai un de mes potes qui m'appelle et il me dit le club ne s'inscrit pas. Donc le club de Rome a décidé de fermer, Ok. sans nous le dire, Plus au d'iPod. dernier moment. Donc moi, je me retrouve à la rue avec ma famille, pas de club. On est au fin du mois de juin. Pour un libéraux, qu'est-ce que je peux trouver? Ouais, c'est Il n'y a rien. Alors que j'avais refusé des offres incroyables, tu vois, parce que j'ai envie de rester à Rome, parce que c'était très bien payé, et parce que je me plaisais. J'ai rien. J'arrive au mois de juin, puis alors là, pendant un mois, j'ai pas parlé. Je savais pas quoi dire. J'étais renfermé. Donc je dis à mon agent, il faut que tu me trouves un truc, tout ça. Ouais, peu importe quoi en fait. Peu importe, mais il me faut un truc quoi. C'est ça. Donc en fait, j'ai fait un choix de rester en Italie dans un club, dans le club que je pouvais, essayer de faire une bonne saison pour pouvoir me faire recruter l'année d'après. Tu savais que t'allais rien gagner avec l'équipe? Non, Ouais. ça je savais, parce que c'était une équipe qui venait d'arriver. Je sais que je connaissais très bien le niveau des autres. C'était impossible. Donc moi, franchement, très honnêtement, en début de saison, je me suis retroussé les manches. Je lui ai dit, va falloir que tu fasses vraiment une belle saison individuelle parce que il faut que tu te montres en fait. Bon, je passe un peu sur cette saison parce que ensuite t'enchaînes. Il y a Giuliani, le coach de Cuneo, qui te contacte du coup. Et là, ça y est, enfin, tu rejoins Cuneo que tu devais. Enfin, Ouais, tu avais eu une proposition c'est vrai. avant de partir en Russie, quoi. C'est ça. Et là, tu passes 3 saisons. Ouais. C'était comment ces 3 saisons à Cuneo? Parce que là aussi, tu as remporté des trophées là-bas. Le meilleur public que j'ai jamais connu, Ok. c'est là-bas. Vraiment. Il jouait dans la salle des filles à l'époque que les filles occupent Que maintenant les filles occupent. Ouais, ok. Voilà. Avant, c'était la nôtre, c'était le Pala Brebanca. Et en fait, c'est une salle qui est sous terre. Ouais. D'accord. Elle est ronde. Et donc, les tribunes, ça fait vraiment un arc de cercle. Et j'ai vécu en tant que joueur des moments à te hisser les poils. Enfin, c'est avec un public mais incroyable qui chante ton nom tout le temps, et des banderoles, enfin à l'italienne quoi, les tifosi, c'était Ouais, les incroyable. vrais supporters, quoi. Ah, c'était incroyable. Et c'était, enfin bon, là je rejoins Nikolov. Ouais. Oui. C'est lui qui m'avait quasiment fait venir. Ok. Il y a Gribic, donc super joueur. Et cette année-là, la première année, on gagne le titre, premier titre Scudetto, avec une finale unique où on bat le Grand Trento. Avec Kaziski, Juan Torrena, enfin les meilleurs joueurs du monde, on les bat. On gagne 3-1, c'était à Bologne. On a fait un super match, on les bat. Vous gagnez la Sèvres aussi? La première saison. C'était, je me demande si c'était pas ouais, si c'est la, si Moi, c'est il me la semble même. que la première T'as saison, raison. vous battez Tourcoing dans le cheminement. Ouais, exact. Et vous gagnez la Sèvres Cup encore Exact, je une me Coupe rappelle d'Europe. parce qu'on avait joué Yann Lavalaise. Je me rappelle qui était le deuxième passeur à Tours hein, quand on était en Ouais, champion vous d'Europe. gagnez, ouais, yes. Et il était passeur de Tourcoing, exact. Qui est maintenant manager de Manager de Tourcoing. Tourcoing. Ouais. C'est fou comment le monde du volley est petit quand même, par contre, tu vois. Oui, mais en même temps, oui, c'est le monde du volley est petit. Hein. Après Yann, il a toujours été un gars du Nord. Donc c'était la suite logique pour qu'il s'occupe de Tourcoing en fait. Deuxième saison, là, c'est un peu comment dire, la naissance de. Enfin, ça fait déjà plusieurs saisons, mais là, c'est ou Cuneo ou Trentino, quoi. Vous gagnez la Supercoupe contre Trentino, vous gagnez la Coupe d'Italie contre Trentino, et vous perdez en finale contre Trentino. Alors, ça a été un peu un regret parce que cette année-là, je pense qu'on avait l'équipe pour tout gagner. Et en Ligue des Champions, où on n'avait pas perdu un match, Trento avait trop peur de jouer contre nous, en fait. Et en quart de finale, on joue le Dynamo de Moscou, mon ancien club. Et en fait, à l'époque où il y avait Dante Amaral, le Brésilien, Ouais. et on perd le premier match chez nous. Ça a été compliqué. Et par contre, au match retour, on les bat. Et au Golden Set, on perd à l'arrache. Voilà, donc bref, on s'est fait éliminer en quart. Donc là, on prend un grand coup sur la tête. Et arrivé en championnat, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le dernier match de la saison régulière, c'était Cuneo-Trento. C'était un match qui comptait pas parce que Trento était sûr d'être premier et nous, on était sûr d'être deuxième. Ouais, donc, d'accord. c'était pas Ok. un match qui... Voilà, mais donc, quand c'est comme ça, souvent, Tu fais jouer le banc, limite. Exactement, tu te dis, voilà, tu fais jouer le banc, tu fais jouer les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué pour leur donner du temps de jeu. Et pour que les premiers se reposent aussi avant Voilà, la finale, après, quoi. et il a fait ça sur certains joueurs, il en a gardé un ou deux. Et Dans le 6, tu veux dire? Dans le 6 Ouais. dans le 6 de base. Donc il y avait moi, il y avait Parodi, qui était un des meilleurs joueurs italiens, un jeune qui était monstrueux. Et sur ce match-là, il se pète les croisés. Ok. Sur ce match-là, Ok. qui comptait pas.
Ouais, donc ça fait chier de l'avoir Et aligné. c'était quasiment le meilleur joueur de l'équipe. Franchement, en récep, avec lui, on ne bougeait pas. À deux, vous preniez. On ne bougeait pas. la moitié Je du te terrain. jure, c'est lui. J'ai rarement vu un mec aussi doué en réception. Et malheureusement, on le perd. Et on arrive jusqu'en finale, mais là, contre Trento, on prend le bouillon. Et c'est dommage parce que cette année-là, vraiment, on avait vraiment les moyens pour tout gagner. Mais bon, ça reste quand même une super expérience. Et dernière saison à Cuneo, du coup 2011-2012, tu fais venir Erwin. Ouais. C'était quoi? C'était déjà le phénomène qui allait exploser, Erwin, à l'époque? Bah, justement, parce que Parodi, comme il s'était blessé. Ah, il n'était pas revenu encore. Non, c'est pire que ça. C'est qu'est-ce qu'a fait le club? Bah, il l'a vendu. Ok. Puisque comme maintenant, il était blessé, bah, quand c'est comme ça, tu parles de volet business, bah, le club, il l'a vendu en fait. Donc il l'a vendu à Macerata. À ce moment-là, le manager de Cuneo me demande est-ce que tu connaîtrais pas un bon réceptionneur attaquant, tout ça. Et puis bon, bah, moi je suis évidemment champion de France, j'avais vu ce qu'Erwin faisait avec Tours. Il venait de faire MVP. Bah, il venait de faire MVP, il avait 17 ans, 18 ans, meilleur joueur du championnat de France. Puis il avait les crocs aussi, quoi. Je lui dis les gars, mais cherchez pas, il faut le prendre lui en fait. Et là, je me rappelle, tu avais des joueurs qui disaient mais non, il est trop jeune, il n'y a pas. Les gars, vous inquiétez pas. Je dis vous inquiétez pas, lui, vous n'allez pas vous tromper. Parce qu'il a du caractère, lui, il s'en fout de jouer contre un tel, il va y aller. Donc j'ai dû me battre. À un moment donné, ils étaient sur Facundo Conte, Oui. Ok. qui à l'époque était déjà un bon joueur. Il jouait déjà en championnat italien, donc tu sais comment c'est. En général, les gens se rassurent en se disant il joue déjà en championnat. Ouais. Donc, je dis les gars, on se trompe pas. Et finalement, il vient. Ah, voilà. Je dis ah, maintenant vous avez vu. Hein. Donc voilà, tout de suite, il a vachement adhéré au projet. Il a été courageux de venir déjà à 18 ans. J'ai vraiment été content pour lui, tu vois, qu'il puisse venir en Italie, en plus dans un club qui était déjà assez familial. Bon, le fait qu'il y ait un Français, ça l'a beaucoup aidé. Mais bon, moi j'ai vite compris que c'est un gamin, il faut le laisser, quoi. Il faut le laisser. Il faut surtout ne pas le brider. Vas-y, lâche-toi, fais ce que tu as à faire. À un moment donné, si tu dois te prendre la tête, vas-y, t'inquiète, je suis là. Enfin bon, j'étais plus un peu le grand frère, tu vois, celui qui était là pour l'aider au cas où ça merde, que ce soit en dehors du sport, Ouais, tout bien ça. sûr. Tu m'appelles, il y a un truc, t'arrives pas à comprendre, viens, je t'aide, tu viens à la maison, enfin un truc comme ça, tu vois. Et voilà. Et puis après, l'année d'après, je suis parti. Lui, il est resté. Il y a Giuliani, justement, qui t'avait fait venir à Cuneo. Enfin, c'était plus Nicolas, tu disais, mais ton coach à Cuneo, qui est à la Loubet. Du coup, tu rejoins la Loubet. Ouais. Et alors, je sais plus si c'est la première saison ou pas, mais tu tombes contre le Cuneo d'Erwin en Ligue des Champions. Je crois que tu gagnes le premier match. Ouais. 3-0, il me semble. Et tu perds le deuxième et tu perds le Golden Set. C'est ça? Exactement. Et c'est l'année. Et c'est ces années-là en Italie où tous les Golden Set, je les ai perdus. Je te jure, à un moment donné, je me dis, depuis que cette règle elle est née, je sens que je suis le dindon de la farce, en fait. Moi, je trouve ça très dur, le Golden Set, parce que dépendamment de où tu joues, si tu es à l'extérieur ou à domicile, ça change tout, en fait. Non, mais c'était encore pire, parce qu'à l'époque, tu pouvais gagner le premier match 3-0, Et mais oui, le deuxième match, il gagne 3-2. à chaque fois, Ouais. le premier match, on gagne à l'extérieur 3-0, chez toi, tu mènes 2-0, tu perds 3-2, Ouais, donc ouais. tu n'es toujours pas qualifié. Ouais, c'est ça, Cuneo, ils ont gagné 3-2, c'est ça? Putain. Et il y a Golden derrière. Et j'étais fou. Et je me rappelle même que le club, à cette époque-là, certains clubs avaient pas porté réclamation, mais ils avaient demandé à la CEV de changer. Et c'est après qu'ils ont changé en mettant maintenant, c'est le résultat des deux matchs. Si tu gagnes 3-0, 3-1, Et que l'autre tu as 3 points. Et que si l'autre, tu gagnes 3-2, tu es qualifié. Ce qui est bien, je trouve. Et moi, bref, j'ai fait le ras de laboratoire. Et on avait perdu 2 fois. Mais quand tu arrives à la Loubet, c'est quoi un peu tes projets de vie à toi? Parce que t'as déjà 36 ans, je crois. Dans ma tête, je me dis, mais j'ai pas envie d'arrêter, en fait. Enfin, je me vois jamais arrêter, en fait. Et physiquement, t'es encore impeccable? Ouais, pour ça, l'hygiène de vie, j'ai jamais eu de soucis. Je bois pas, je fume pas. Donc, j'ai jamais eu de soucis là-dessus. En plus, libéraux, ça va, c'est par rapport aux attaquants qui font que de sauter tout le temps, c'est pas un post-traumatisant. Donc, Ouais, bien sûr. donc de ce côté-là, j'ai jamais vraiment eu ce souci-là. Ça aurait été plus mental à me dire, j'en peux plus de faire les déplacements, de faire. Mais là, c'était pas le cas. En fait, j'ai encore envie, quoi. J'ai encore faim. Tu fais 3 saisons là-bas. En 2013-2014, t'es encore champion d'Italie. Exact. En 2014-2015, c'est la dernière saison en Italie de ta carrière. Et il y a un petit jeune qui va venir te remplacer, c'est Grébé, qui va être le libéraux de Loubet.
D'ailleurs, je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, putain, je lui ai dit, je vais faire une interview avec Hubert. Il m'a dit, putain, il était imbougeable en réception, c'était n'importe quoi. Et du coup, tu retournes à Tours, Ouais. le seul club que tu as doublé, Mm. où tu auras ton premier shot d'entraîneur quelques saisons plus tard. Mm. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu, ça? Le fait de revenir pour jouer et derrière prendre la relève et être l'entraîneur de l'équipe? Oui, il y a toujours eu, j'ai toujours resté en contact avec les dirigeants de Tours, avec le manager. Et en fait, voilà, on se parlait souvent, voilà, on se disait toujours, au cas où tu voudrais revenir. Ça, et puis, moi, j'avais toujours envie de rester à l'étranger déjà, parce que financièrement, c'était plus intéressant. Et puis, je m'étais dit que si je devais revenir en France, ce serait vraiment pour terminer et puis pour avoir un projet de reconversion. Donc, effectivement, c'est ce qui m'a été proposé à Tours. Donc voilà, donc après je réfléchissais en Italie, si je restais, ça s'aurait été pour faire encore un an. Enfin, en fait, c'était de faire du un an à chaque fois. Et donc à un moment donné, je me suis dit, bon, c'était plutôt reculer pour mieux sauter, tu vois, donc autant y aller tout de suite. Donc là, il m'avait fait une proposition, il m'avait fait une proposition avec reconversion derrière. Ok, dès le départ du coup. Donc c'est pour ça que Comment il a évolué le championnat de France depuis que tu es parti? Parce que ça fait plus de 10 ans que tu es parti. Quand tu reviens la saison 2015 et tu étais parti en 2005 ou 2006, je me rappelle plus très bien. Comment ça a évolué en 10 ans? Franchement, quand je suis arrivé, j'ai retrouvé les mêmes salles. Bon, il y avait les mêmes clubs, ça c'est pas trop grave, mais c'est surtout qu'il n'y avait pas vraiment d'évolution. Tu sentais dans le haut niveau, par exemple, tu avais déjà le challenge vidéo qui était en Italie depuis 2-3 ans. En France, ils ne connaissaient pas. Tu étais encore avec les juges de ligne maison qui pouvaient encore te faire gagner un match. Ou perdre. Ou perdre, oui, en l'occurrence. Mais donc, si tu veux, je me disais à un moment donné, il va falloir commencer un petit peu à vivre avec notre temps, en fait. Et en fait, j'ai été approché pour m'occuper du syndicat des joueurs. Ok. Et donc, j'ai remonté ça avec... donc, il y avait Yannick Bazin, Pierre Pujol, Franck Lafitte, oui, ok, notamment. Et on s'est dit, les gars, on va essayer de faire un peu bouger le schmilblick. En plus, les 3 autres, là, c'est des bons rentre-dedans. Donc, tu vois, on va faire quelque chose. Et donc, je demande à l'actuel responsable, à Franck Leclerc, qui s'occupe du syndicat des joueurs et des joueuses, de pouvoir nous aider un petit peu dans notre développement. Et c'est à ce moment-là, quand on a fait partie des CD de la LNV, que j'ai commencé à parler. Je dis à un moment donné, ça serait peut-être bien qu'on commence à se moderniser en essayant de faire venir les challenges vidéo. Alors, tu peux être sûr que la moitié des clubs, c'est « Oh non, combien ça va nous coûter? Ça va coûter trop cher. » Enfin, comme d'habitude. Il y a beaucoup de gens qui freinent le développement. Mais en même temps, mais encore une fois, c'est des arguments qu'on peut entendre. Parce que eux leur but, c'est la survie du club, en fait. Bien sûr. Donc, à un moment donné, ils se disent « Ah ouais, mais un coût de 25 000 balles de plus par an, c'est pas possible, en fait. » Mais ça, je l'entends. Et donc, la LNV a réussi à faire comprendre ça. Donc, on a réussi à faire intervenir pour qu'il y ait des challenges vidéo à chaque match. Et ça a un peu changé la vie, en fait. Et maintenant, c'est devenu une institution. Et sans, tu ne peux pas t'en passer, en fait. Donc voilà. Donc, pour répondre à ta question, c'est vrai que, en France, pour changer les habitudes, c'est très compliqué. C'est compliqué. À chaque fois, je mettrai un peu le palmarès que tu as avec chaque club, etc., pour pas être trop dans la redite, tu sais, en disant t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Mais deuxième saison à Tours, saison avec Riley Barnes, sur qui j'ai fait un documentaire, qui était ton partenaire de chambre d'ailleurs. Mon bon vieux Riley. Il m'a dit, lui c'était un fou à 4h du matin, regardez Yu-Gi-Oh!, j'arrivais pas à dormir. Mais il y a la Coupe d'Europe. Où vous avez une saison d'ailleurs en championnat un peu compliquée avec Tours. Très compliqué. Et il reste que la Coupe d'Europe pour se sauver un peu l'image du club. J'abuse un peu, mais c'est un peu ça. Est-ce que là, on a déjà switché dans l'époque où c'est tellement dur de gagner pour un club français? Tu vois, c'est ce qu'on avait par rapport à la Ligue des Champions au début. Alors, je te disais qu'au début, je me rappelle que pendant cette Coupe d'Europe, on avait tout de suite regardé où se trouvait l'équipe italienne, en fait. Et il s'est trouvé que, encore une fois, les planètes sont alignées. Nous, on était au-dessus, eux, ils étaient en dessous. Donc, on savait que la seule équipe qui joue, si vraiment on jouait à notre niveau, qui vraiment pouvait nous battre, c'était Trento. Au niveau de l'arbre. Au niveau de l'arbre, donc on savait que si on les jouait, ça serait en finale. Et en plus, on était déjà en train de se dire, mais ça, c'est vraiment hypothétique, si jamais on les joue en finale, les gars, le match retour, il est chez nous. Enfin, je me rappellerai très bien. Et donc, du coup, on gagne, tu vois, on arrive. Et en demi-finale, on joue les Allemands.
d'un certain Maurice Reichert, qui à l'époque était un gamin. Donc Maurice Reichert, Assio Banitei, Ouais, qui a joué le à Cannes Roumain. et à Chaumont. Il y avait aussi Joran Schops, ponctuellement. Enfin bon. Donc on les bat et on arrive en finale contre Trento. Donc premier match à Trento et deuxième match chez nous. Où vous prenez 3-0 sec là-bas, très En- vite terminé en le moins match. d'une heure. En moins d'une heure. Et je me rappellerai toujours les paroles de Yves Bouget à l'époque qui était président. Avant le match, pour nous rassurer, les gars, mais vous inquiétez pas, ce match-là n'est pas très important. Le plus important, c'est le match retour, tu vois, il faut le gagner. Bon, bref, on perd au bout d'une heure, il arrive dans les vestiaires. Bon, les gars, c'est même pas la peine de vous présenter le match d'après, de toute façon, on ne gagnera pas. Donc, voilà, t'imagines le discours. Et, Sympa l'ambiance. mais en même temps, moi, je sais que moi, ce genre de truc, ça me motive comme jamais, en fait. Je dis, les gars, on s'est pris une branlée, c'est pas possible chez nous. Les gars, on peut perdre, mais on perd les armes à la main. Les gars, on a le droit de perdre contre plus fort, mais on peut pas perdre sans se battre. Ah, parce que là, le premier match, c'était vraiment. C'était même pas un non-match. C'était- Parce que là, vous changez tout en cours de match, en fait. Vous Oui, changez non, mais toute l'équipe. c'était n'importe quoi. Et puis bon, clairement, Trento chez eux, c'était injouable. Donc voilà. Et donc là, en plus, ce qu'il faut oublier, c'est que c'était le dernier match de David Konechny. Oui, oui. C'était son dernier match à Tours. Donc le gars, il avait envie de terminer en fanfare. Et moi, je t'avoue que je le connaissais pas parce que ses meilleures années à Tours, moi, j'étais pas là. Et quand je suis arrivé à Tours, il était souvent blessé. Donc, il ratait une demi-saison. Donc, moi, j'étais un peu frustré parce qu'on me disait, tu vas voir, David Konechny, c'est le changing player, c'est le clutch player, c'est le gars qui te fait tourner un match, tout ça. Et, Mais il est pas là. putain, moi, ça faisait 2 ans et je le voyais pas. Tu vois, et putain, là ce match-là, j'ai vu qui était réellement David Konechny. Le gars où tu sais qu'il prend le service après 20, tu sais que tu as gagné le match. Tu sais que tu as gagné le match. Et on fait un match. Je crois que j'avais jamais vu Grenon comme ça. Ok. Jamais vu. Tout le monde en blanc. Ouais. Les tribunes qui résonnaient. Mais tu sentais le sol qui bougeait quand même. Surtout que Grenon, quand il y a du monde et que ça crie, putain, c'est l'enfer. Mais c'est ça. Et là, je te promets que ça résonnait sur les pieds, quoi. C'était. Et premier set, il y avait notamment Quentin Jouffroy. Oui, ouais, au centre. Quentin Jouffroy, il y avait Riley. Ce fameux Riley qui glissait toujours avec ses chaussures parce que lui, il prenait toujours des nouvelles chaussures. Et à chaque fois, il glissait et t'as le coach qui disait « Mais change tes chaussures à chaque fois. » C'est pour le style. Ah, mais Riley, c'était un gamin, personne ne le connaissait. Ouais. C'était un peu la surprise de cette Ben année-là oui, du championnat. c'était un super gars, Riley. Hein. C'est le gars, il est capable de jouer avec 4 cm de déchirure aux abdos, en fait. Mais il ne veut pas te le dire. Et donc, on fait un match avec un golden set. Mon premier golden set gagné, c'était celui qu'il fallait que je gagne. Et je gagne ce golden set. Enfin, on gagne le golden set 15-13. Et je me rappellerai toujours cette attaque de Lévi Cabral qui attaque. Et là, explosion. Mais là, il n'y avait plus rien. Explosion. Et il y avait Mathis qui était ramasseur de balles. Il était haut comme 3 pommes. Et je le vois, il commence à sauter, il vient me voir, il me prend dans les bras. Enfin, c'était magnifique. C'était incroyable. J'en ai eu des belles sensations, mais celle-là, parce qu'elle est inespérée, elle est chez toi. Ouais. Le lendemain, tu verrais, tu pouvais plus marcher dans la rue. Avec la famille en plus, du coup, parce que c'était en France. Ben ouais, il y avait tout. Mais les gens, le lendemain, ils te remerciaient. Merci Hubert, merci. Enfin, tu vois, incroyable. On avait sauvé une saison grâce à ça. Parce qu'en fait, notre saison, elle était terminée. C'était un dernier match. On venait de perdre en quart contre Toulouse. Et on gagne ce match qui était... comme quoi, la vie, c'est comme ça. Hein. Et la saison d'après, j'avance un peu du coup, parce que vraiment je vois le temps, je me dis, bon, j'aurais dû prendre 3 heures. Que la saison d'après, du coup, après la Sèvre, vous faites encore champion de France. Ouais. Et la saison d'après, c'est le doublé, champion plus coupe. Est-ce que, au début de saison, ça y est, c'est fait, tu sais que c'est la dernière? Je te dirais que le club m'a aussi un peu mis la pression en me disant... Bon, Hubert, tu voulais être entraîneur, maintenant c'est l'heure. Ce serait bien qu'à un moment donné, tu puisses, tu vois, de commencer à switcher, tout ça. Et puis, c'est vrai que ça a commencé un peu... Voilà, c'était un peu reculé pour me sauter. Moi, franchement, je me sentais encore pour jouer, mais bon, après, faut y aller, quoi. T'avais quel âge à l'époque? 42. Donc là, doublé plus coupe, saison où Babar, il pète aussi. Il venait de débarquer de Toulouse. Ouais. On avait une super grosse équipe. C'est simple.
Sur les 4 premiers matchs, on perd le deuxième match contre Chaumont et on perd à Ajaccio. Et depuis ce jour-là, on n'a plus perdu un match. On a fait, je crois, 22 matchs sans perdre. Entre coupe et championnat, on a tout gagné. Et au moment du dernier match, parce que j'ai vu les reportages où on parle de... ouais, toi, tu dis, voilà, c'était le dernier, mais tu vois, les jours d'après, t'arrives à réaliser un peu que ça y est, c'est fini, quoi? Non, parce qu'on a gagné, donc je surfais un peu sur les victoires, sur le fait. J'étais pas déjà en train de me projeter, tu vois. Je pense que j'avais pas encore fait le deuil, toutes ces choses-là, tout ça. Après, j'avais mon grand ami là qui est décédé malheureusement, le journaliste tourangeau Gérard Mathieu. Oui. Il avait fait une interview Ouais, je plus l'ai vu. tard où voilà, il m'a expliqué enfin plein de choses, tu vois. Et c'était un vrai ami. Enfin, je sais que c'était quelqu'un avec qui je me confiais sur beaucoup de choses. Et d'ailleurs, Yann Lavallès, c'était un des premiers qui me l'a dit. Il m'a dit, tu vas voir, quand tu vas passer coach, ça va être trop compliqué parce que c'est comme un génie des maths qui veut apprendre les maths aux autres, mais s'il ne sait pas comment leur faire comprendre, ça va être compliqué. Il m'a dit, tu vois, et ça m'a marqué parce que beaucoup pensaient que j'allais devenir entraîneur et ne pas savoir gérer les joueurs parce que j'allais trop dans la frustration à me dire ah mais pourquoi tu rates, moi je l'aurais eu, enfin tu vois. Mmh. Alors que j'étais pas du tout comme ça. Au contraire, j'étais plus dans l'empathie à me dire je les comprends en fait. Tu vois, et puis à un moment donné, je sais très bien qu'un joueur, quand il rate, il fait pas exprès en fait. Donc quel intérêt de lui dire putain, mais pourquoi tu rates la balle, pourquoi tu as raté ton attaque, Tes quoi. chaussures, moi, je vais la faire. Enfin, je veux dire, tu vois, et donc bref. Donc non, j'ai vraiment switché assez rapidement et ça s'est plutôt bien passé, hein. C'était vraiment une bonne expérience. Quelques petites questions rapides, bon, où tu me réponds par oui ou par non. Est-ce qu'il y a des contrats que tu as refusés et que tu regrettes au sein de ta carrière de joueur? Une fois, ouais. Est-ce que tu as souvent pensé à arrêter avant? Non, Est-ce que tu étais fatigué à la fin de ta carrière, mentalement ou physiquement? oui, Plutôt un sentiment d'accomplissement ou d'inachevé? non, d'accomplissement. Alors là, tu peux pas répondre par oui ou par non. C'était quand pour toi le prime de ta carrière de joueur? Tu étais plus fort, tu te disais là, je suis injouable. Bah, franchement, je te dirais que quand j'étais à Paris en 2001, il ne pouvait rien m'arriver. Vraiment rien. Après j'ai eu l'expérience en plus. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas le fait d'être jeune, tu vois, et de te dire, Non, bon, en si, fait, parce qu'en plus, on perdait jamais. Donc à la fin, tu vois, je pense que si à ce moment-là, on allait se prendre une vraie branlée et que je ne sais pas comment j'aurais réagi, alors que tu m'aurais dit ça 5-6 ans après, j'aurais. Tu vois. Donc je pense que mes années entre Paris, puis quand je suis arrivé à Rome, je me sentais super bien. Franchement, je me sentais super bien. ah, c'est pour ça que tu devais être, enfin, ce que tu disais, tu devais être dégoûté quand le club a fermé. Oui, il y avait plein de choses, hein, il y avait plein de choses, mais c'est surtout qu'ils te le disent, le dernier jour du mercato, quoi. Putain, Merci. Et dernière petite question un peu comme ça. Est-ce que tu es attaché à ton palmarès? plus maintenant. Plus maintenant. C'est important le palmarès parce que moi, je te dis, je jouais pour gagner, en fait. Mais il y a eu une époque, quand j'étais jeune, je jouais pour montrer que c'était moi le meilleur, en fait. Ok. Parce que j'ai eu beaucoup de frustration, j'ai jamais fait de sélection jeune. Tu vois, on était avec Agnières, on gagnait tout et on n'avait aucun qui était sélectionné en équipe de France. Donc il y avait un peu cette frustration de se dire ah, mais pourquoi moi j'y suis pas. Enfin tu vois. Donc je gagnais et c'était pour moi une façon de montrer ouais, vous êtes trompé en fait. Ok. J'avais toujours eu en fait c'était mon moteur. Ça a toujours été l'ego, cette envie de démontrer en fait. Jusqu'à ce qu'à un moment donné où j'ai réussi à jouer dans des grands clubs où je gagnais et j'étais épanoui. Donc à la fin, si tu veux, si on me demande est-ce que tu pourrais troquer la moitié de tes médailles pour 100 000 balles de plus, je te dis non en fait. Tu vois, et à la fin, je l'ai fait pour moi, je l'ai fait aussi pour l'héritage, pour ma famille. Maintenant que je discute avec eux, ça donne à mes enfants tu vois, des objectifs à atteindre, non pas pour qu'ils deviennent comme moi ni quoi que ce soit, mais tu vois, de se dire que voilà, leur père, il a été comme ça. Maintenant, si vous voulez y aller, faut y aller, quoi. Je vais parler maintenant de l'équipe de France. Ouais. En parlant de troc. Alors, je suis dégoûté parce que je voulais faire un petit tour année par année, mais si je fais ça, on n'aura pas le temps. Est-ce que tu troques une Ligue de Champions pour un titre en équipe de France? Oui. Ouais. Lequel? En 2002? Ah, tu veux dire Tu gagnes pas en Ligue des Champions, mais par Ok. contre, tu gagnes avec la France. C'est hypothétique, tu vois. championnat du monde 2002, ouais. C'est une grosse frustration de ne jamais avoir gagné avec la France. Oui.
Très clairement, de ne pas avoir gagné avec mon pays, c'est dur. Pourquoi tu penses que vous avez jamais gagné? C'était le niveau individuel qui était pas assez fort, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, vous étiez bien classé aussi à une époque. En fait, à l'époque, on était la meilleure équipe en récep en défense. Franchement, avec Antigua, franchement, nous deux, on était à l'époque en prime, on était vraiment chaud. Ce qui a toujours été un peu le cliché des Français, quoi. Ils sont Exactement. bons en récep, ils sont bons en défense. Seulement le truc, c'est que ça te fait pas gagner ça. Très clairement, et puis tu le vois encore maintenant, en fait, ça te fait pas gagner. Ce qui te fait gagner, c'est le service. Parce que maintenant, sans service, tu peux pas gagner. Et puis à un moment donné, le combat physique. Et nous, en fait, on était une équipe où on défendait une fois, deux fois, trois fois, tu vois. Donc on dépensait énormément Ouais, ouais. d'énergie. Ça fait que quand tu arrivais en fin de tournoi, bah, on était cuit, en fait. Donc souvent, quand on arrivait en finale, on n'arrivait pas à donner un peu ce qu'on voulait. Et c'est ce qu'ont très bien fait les nouvelles générations. Quand il y a eu Erwin, quand il y a eu Keke, le roux, Ouais, qui servait à aussi chaque comme fois un que les malade. deux ils arrivaient, Ouais, ouais. c'était minimum 4-5 aces par set. Nous, à part Grand Vorka, il n'y avait personne qui servait, en fait. Donc si tu veux, c'est un peu ça, en fait. Est-ce que tu avais des rêves quand tu es arrivé en équipe de France? Parce que t'es arrivé très tôt, en fait. T'es arrivé vers 99-2000. Ouais, C'était même pas Philippe Blin à l'époque, c'était... alors, je sais pas qui t'a c'était connu. Pierre Laborie et Philippe Et, Salvant. et c'était pas... toi, t'as pas connu le Russe qui était là quand Non, Laborie était adjoint, du coup. Condra, non, c'était en Ok. 98. Ok. Parce que vous étiez vu un peu comme un peu la nouvelle génération dorée, parce que, enfin, de ce que j'ai lu, encore une fois, j'étais pas né, il y avait l'époque magnifique avec Fabiani, avec Blin, Ouais. joueur, en 86-87. Après, il y a eu 13 ans pas de vide, ce serait manquer de respect, mais de moins bien. Et là, vous étiez vus comme les nouveaux prodiges de français, quoi. Bah aussi parce qu'il y avait les résultats du Paris Volley, parce que Glenn faisait partie du staff aussi. Faut pas l'oublier, il était quand même adjoint de Philippe Blin, donc c'était pas n'importe qui. Le gars, il vient de gagner la Ligue des Champions, tu vois, donc il avait aussi amené cette culture de la gagne pour certains joueurs. Donc nous, un petit peu, on partageait comme ça. Mais on a fait des super résultats. Hein. Je veux dire, faire troisième place au championnat du monde, c'est encore une fois, on peut dire que pour l'instant, la team Yavbou l'a pas encore fait. C'est Bon, vrai. ils ont gagné 2 médailles olympiques, mais bon. Et ce sera peut-être cet été. Bah, c'est tout ce que je leur souhaite parce que mine de rien, c'est ce qui manque à la France, c'est un titre de champion du monde. Et si ce groupe-là, il pouvait terminer là-dessus, ce serait pour eux, ce serait magnifique. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup là qui repoussent pour terminer avec ça. Et... Bah, c'est logique. En même Ouais, bien temps, sûr. les gars, ils ont gagné 2 médailles olympiques. Quand j'étais à Paris, moi, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer sur le terrain. Ils m'ont fait rêver, ces mecs-là. C'est magique. Enfin, moi, en tout cas, si tu veux, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie de leur team là, en 2016, là, Ouais, où justement. je fais Le TQO au là. Japon. Et à un moment donné, je me dis, mais qu'est-ce que je fous sur le terrain, moi? Je veux dire, j'ai rien à foutre là, les mecs. Genia, c'était la nouvelle génération, monstrueux. Puis les autres, ils jouaient tellement bien ensemble. Tu vois, donc moi, ils m'ont fait limite une faveur de pouvoir vivre ça, en fait. Justement, parce que toi, avec l'équipe de France, t'as fait des années. Il y a un moment où t'as coupé quelques saisons et t'es revenu après pour jouer le Mondial 2010, si je me trompe pas. Ouais. Pour quelle raison t'as coupé? T'avais Alors envie de profiter un peu? j'ai coupé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment où, pendant 2 ans, j'étais pas en accord avec ce qui se passait en équipe de France, avec Ok. la façon de manager, tout ça. J'étais pas, voilà. Donc plutôt que de venir pour venir, j'avais dit que ça me convenait plus. Après, j'ai eu une autre discussion avec Philippe Blin à l'époque, donc je suis revenu. Et en fait, en 2010, où on a fait des championnats du monde où ça s'est très très mal passé, voilà, humainement, dans le groupe, ça s'est très très mal passé. Ouais, c'est l'année où Erwin est exclu du groupe. Ouais, il y a eu plein de choses, donc ça sera interne. Hein, s'il voudra en parler, il en parlera. Mais donc à partir de ce moment-là, j'ai dit stop. Moi, j'avais 34 ans. Enfin, j'ai dit stop. Moi, si c'est pour finir comme ça, moi, c'est pas du tout ça que je veux donner comme image. Donc je suis parti. Ça fait du bien de retrouver ces étés un peu sur les saisons d'après? Ouais, non, mais clairement, ça a fait du bien pour plein de choses, voilà. Et puis bon, à un moment donné, c'était aussi un peu stop. J'avais commencé en 99, c'était en 2010, donc c'était bien pour moi. Ouais, surtout que, enfin, les gens se rendent parfois pas compte, mais bon, tu viens de finir ta saison en club, t'as quoi? Une semaine de vacances, 2 semaines, maxi 3, et après t'enchaînes avec toutes les compétitions internationales. Aujourd'hui encore plus, parce que
t'as 8000 compètes, que tu joues dans 5000 pays différents, la VNL, tu vas C'est au ça. Canada, au Japon, aux Philippines, les mecs, ils se reposent jamais, quoi. Alors quand tu es jeune, je prends l'exemple de Mathis, il n'a qu'une envie, c'est d'arriver en équipe de France, de jouer, pas se reposer. Mais alors quand tu commences à avoir 30 ans, tu as envie d'avoir, tu vois, je pense que maintenant la VNL, faut que, bon, après c'est mon avis, il faut aussi faire intégrer un peu les jeunes pour que, voilà, pour reposer sur tous les autres, Ouais, c'est pour clair. pas qu'ils puissent réenchaîner. Et puis après, tu fais la vraie sélection pour les championnats du monde et tout ça, et tout en sachant que tu sais que les Olympiens, ils ont déjà, ils savent que ils veulent lutter pour ça, hein. C'est quoi ton plus gros regret en équipe de France? Je crois que bizarrement, c'est la finale des championnats d'Europe 2009, pas 2003, 2009. Parce que 2003, on est à notre prime, je pense. On perd contre l'Italie à l'arrache, mais on n'a rien à dire parce qu'ils ont vraiment bien joué. Autant en 2009 contre les Polonais, je pense qu'il y avait vraiment matière. Puis alors, ce qui est fou, c'est que c'est une équipe. C'est pour te donner, c'est là où La Pologne, tu veux dire? Ouais, en 2009, quand nous, notre équipe, on a les championnats d'Europe. 3 semaines avant, on a Pujol blessé, il ne peut pas faire la compète. Et le deuxième, c'était Le Marek blessé. On n'a pas de passeur. Qu'est-ce qu'il fait, Philippe Blain? Il appelle Yannick Bazin Ouais, et Toafat Akaniko. ouais. Moi, j'étais content pour mon pote, tu vois. Yannick, moi, j'étais content. Il arrive en équipe de France. En plus, il faisait des bonnes saisons avec Paris, tout ça. Donc, c'était vraiment très bien. J'étais content. Lui, il était vraiment à son prime à ce moment-là. Et on arrive en finale, tu sais, avec une équipe, avec des passeurs qui n'avaient jamais joué avec les gars, avec Rousier qui commençait à tourner. Il était tout jeune encore là. Ouais, mais qui commençait vraiment à tourner, avec Samika qui commençait à bien carburer aussi. Et puis il y avait toujours moi, Antiga, Kiefer, enfin, tu vois, les mecs un peu pour l'expérience. Et on fait finale. On fait une demi-finale contre les Russes où on mène 2-0. On perd 2 partout, on est mené 13-8 et on gagne 17-15. Enfin, le truc incroyable, enfin bref. Et ouais, le regret, c'était de ne pas avoir conclu là parce que ça aurait été, enfin, je pense qu'on l'aurait mérité en fait. Et ta plus belle réussite? En équipe de France? Ouais. Sachant que c'était pas sur une victoire, c'est compliqué, mais je pense que les championnats du monde 2002, ça a été une véritable aventure, épopée avec les gars, parce qu'on a pendant 1 mois et demi ou 2 mois, on est parti en Amérique du Sud. Et on revient avec la breloque, avec la médaille de bronze. Meilleure performance de l'équipe de France en championnat du monde, c'était la médaille de bronze. Encore maintenant. Donc, c'était magique. Est-ce que le fait d'avoir commenté les jeux, c'est un peu une manière d'avoir participé à ça? Bon, même si toi, t'as pas la médaille, mais au moins, t'as fait un peu partie de l'aventure, quoi. Alors, je me détache complètement de l'équipe, mais ouais, j'ai été... je les remercie de m'avoir fait vivre ces moments-là, en fait. Voilà. Parce que je sais ce que c'est que de commenter quand tu n'as rien à commenter. Et que là, de pouvoir commenter ton équipe jusqu'au bout et de commenter leur victoire, ça m'a procuré des sensations que je ne connaissais pas. Est-ce que tu as été surpris? Ça sera ma dernière question sur l'équipe de France. Je suis trop frustré, mais je veux absolument parler du reste. Est-ce que tu as été surpris quand Laurent Tilly il t'a rappelé en 2016? Alors, j'avoue que voilà, Pascal Foussard, il faisait partie du staff. Il m'avait déjà un peu prévenu avant qu'il allait me poser la question de savoir si j'avais envie de les aider à aller au TQO. Donc, j'en ai parlé avec ma femme, parce que c'était les étés quand même. Donc voilà, en plus, normalement, il était prévu aussi que je fasse la VNL après. Voilà, donc j'ai discuté un peu. Je lui ai dit, écoute, ça va être ma dernière compète. J'ai été frustré de la manière dont ça s'est terminé. Donc, si je pouvais terminer autrement, ça serait top. Donc, quand il m'a appelé, je lui ai dit que ouais, ce serait avec plaisir, évidemment, si je peux les aider pour décrocher ce ticket olympique qui nous manque depuis 12 ans. Si ça peut les aider, moi, je veux bien venir. Donc voilà. Mais non, disons que je m'y étais préparé, en fait. Voilà. Ok. On passe maintenant à ta carrière d'entraîneur, qui est ta carrière actuelle. Enfin, du coup, pas cette année, mais... Pas cette année, ouais. Cette année, c'est France Travail, quoi. T'as été surpris, du coup, j'imagine, de ce qui s'est passé avec Nantes. Ça a été dur. Ça a été dur, mais aussi, c'était dur pour les joueurs. Ouais, moi, j'imagine. Parce que, bon, moi, dans un sens, je me sentais... je savais que j'allais te sacrifier, en fait. Parce que c'est pareil. Encore une fois, au mois de juin, trouver un club pour un entraîneur, c'est l'horreur. Donc, bon, voilà.
Par Ouais. contre, j'ai essayé de tout faire pour placer mes joueurs. Surtout que tu viens de ramener le premier titre de Coupe de France du club, quoi. Et je t'avoue que le mois de juin, le mois de juillet, ça a été très dur. Ça a été très dur. Quand tu commences à être entraîneur du coup avec Tours, c'est un peu de pression là d'occuper ce nouveau rôle dans le plus grand club de France à l'époque. Mais franchement, non, parce que je venais de débarquer en tant que joueur. Tu vois, j'étais un petit peu. Tu vois, j'étais. Je me sentais bien quand même à ce moment-là, tu vois, donc j'avais pas peur du tout. Encore une fois, je pense que là où j'ai vraiment fait un travail sur moi-même, c'est qu'en tant que joueur, j'avais besoin de personne. Je savais très bien ce qu'il fallait que je fasse, donc je dépendais de personne. Alors que quand tu es entraîneur, tu dois gérer 12 joueurs, tu dois gérer un staff, Le management au-dessus. tu dois aussi gérer ce qui se passe au-dessus. Et à Tours, hein, c'est loin d'être simple. Donc voilà, c'était plus ça où en fait en 2 ans, j'ai accumulé l'expérience, je pense de 5 ou 6 ans en fait. Et alors j'ai lu que c'est pour ça que tu es parti, enfin une des raisons qui fait que tu es parti à Nantes aussi, c'était pour avoir plus de responsabilités et Bah, gérer plus de choses pour en toi. fait, ce qui s'est passé, c'est que la première année, ça s'est très bien passé, parce qu'on était, en fait, il faut savoir que c'est l'année Covid. Ouais, ouais. Donc ça s'est terminé au mois de mars. Vous faites deuxième de Non, saison on régulière. était premier. Ah, vous étiez On était premier, ok. premier et on était en demi-finale de coupe. Oui, Et en Ligue des Champions, on avait terminé deuxième, où les premiers c'était Perugia. On avait battu Varsovie oui, d'Antoine oui. Brizard, donc Ouais. on était deuxième. Donc à l'époque, c'était super bien. Mais à cette époque-là, on n'était pas reversé en CED, malheureusement. Et donc en championnat, on est premier, on s'arrête au mois de mars, on est premier, et on est en demi-finale de coupe. Donc moi, je reste sur un goût d'inachevé où malheureusement, je saurais jamais ce que je vaux en fait en tant qu'entraîneur, parce que dans les moments importants, Bah t'as pas fait. j'ai pas fait. Et l'année d'après, c'était complètement différent parce que là, j'ai commencé à vouloir m'impliquer un peu sur le mercato, tout ça, bah, c'était clairement compliqué. J'ai pas eu les joueurs que je voulais, donc j'ai dû composer avec. Et ça, j'aime pas parce que je peux comprendre que sur un poste, t'étais le choix d'un dirigeant, mais quand à un moment donné, toi, tu as envie de joueur et qu'on te sort toujours les excuses que c'est pas possible pour des raisons X ou Y et faut que tu prennes un autre, bah déjà, tu commences la saison, c'est pas simple. Voilà, donc après, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. On était, je crois, premier ou deuxième de la saison. Et voilà, donc je viens apprendre qu'ils ne veulent pas me renouveler. Mais alors forcément, ça ne fait pas plaisir. C'est clair. sûr. Mais en même temps, c'est le business. J'étais en fin de contrat. Ils ont le droit de ne pas me Ouais, renouveler. bien sûr. Donc c'était pas forcément de ça que j'étais un peu énervé. C'était surtout un peu sur le manque d'accompagnement, si tu veux. À un moment donné, bon, bah, quand tu vois que ça ne se va pas comme tu veux, ton devoir aussi, c'est d'aider un peu ton staff pour que ça aille mieux. Et ce n'est pas vraiment ce que j'ai ressenti. Donc, je me suis dit, bah, alors que là, au contraire, je pensais continuer à Tours pendant longtemps, bah, il a fallu que je me redessine. Et c'est là où Nantes est arrivé. Je connaissais très bien le manager, parce que Dominique Amand, je le connaissais super bien. C'était quelqu'un qui me connaissait depuis que je suis tout petit. Et puis Nantes, c'était à côté de chez moi. Donc, même si ça n'a pas forcément fait la différence, c'était quelque chose d'important parce que je connaissais la région. Donc je trouvais que c'était aussi un bon endroit pour rebondir dans un club, comme tu disais, où là, par contre, j'avais vraiment la liberté de choisir. Et surtout, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de tomber dans un endroit qui était tranquille. Vraiment, il n'y avait pas de pression. Où quand tu gagnais, tu avais tous les gens qui étaient heureux comme tout. Et quand tu perdais, ils étaient là, limite, à pleurer avec toi parce que tu avais perdu, en fait. Surtout que quand tu arrives, le club, ils sont avant-derniers du championnat. Vous faites j'ai sué, hein. Parce que je vais dire que je regardais les résultats et je me dis, putain, sinon, est-ce qu'on descend? Qu'est-ce que je vais faire? C'était un peu stressant quand même. Avec Yannick, on était là, on s'envoyait des messages tout le temps. On dit, c'est pas possible, mec, il va pas gagner. Enfin, bref. Tu fais une première saison où vous faites 10e. Ouais. Vous faites une deuxième saison où il y a la révélation Anatole. Ouais. Qui, entre autres. Parce que Chizoba, il fait une super saison. Enfin bon, bref, c'était. Mais c'est vrai qu'Anatole a. Bah, il est rentré en cours de match quand vous perdez 2-0, je crois. Vous gagnez 3-2. Et après, il est quasiment plus sorti. Et troisième année de consolidation, entre guillemets, où là, vous tuez tout le championnat. Vous arrivez en Coupe de France, vous gagnez. Et là, le revers contre Saint-Nazaire, ça, j'imagine que ça n'a pas dû être facile à digérer.
Je te dirais on est tombé sur l'équipe la plus en forme du moment, en fait. Voilà, ils ont réussi à se transcender pendant les playoffs. Pendant un mois, ils étaient injouables. Après, quand tu vois qu'ils battent Tourcoing, qu'ils battent Tours, tu te dis que finalement, voilà, peut-être. Mais de toute façon, à ce moment-là, très honnêtement, je pense que si on jouait Saint-Nazaire 10 fois, ils nous auraient battus 7 fois, en fait. Ok. Parce qu'ils étaient en pleine forme. Parce que nous, entre la fatigue de tout le championnat, la Coupe de France, avec tout, plus la suspension de Chizoba au deuxième match. Oui, ouais. Bon, voilà, on va dire qu'on avait fait notre temps et que Saint-Nazaire a fait ce qu'il fallait. Shizoba, que tu vas. Je sais pas si c'est officiel. Je sais pas si c'est officiel l'année Ouais, il n'y a prochaine. pas de Ouais, problème. c'est bon. Shizoba, du coup, que tu vas retrouver l'année prochaine en Pologne. Ouais. C'était une volonté pour toi de retravailler avec lui, ou il avait déjà signé plusieurs saisons au club et t'arrivais dans ce club-là, toi Non, en fait, ce qui après s'est lui. passé, c'est qu'il avait signé, je crois, 2 ans pour ce club-là. Et quand est venue l'opportunité, et quand je lui ai dit qu'il y avait la possibilité que j'y aille, il était super content. Donc, il a discuté avec le président. Et je pense qu'il a dû bien parler pour que je puisse venir. Et donc, non, c'était pas du tout prévu. Hein. Voilà, j'ai commencé à recevoir des propositions à partir du mois de novembre. Pour l'année d'après, je leur ai dit, mois de novembre, vous y prenez tôt quand même. Ouais, c'est clair. Donc, moi, je leur ai dit, pour l'instant, je veux attendre un petit peu. Mais là, ça s'est fait fin décembre. Donc, c'était bien. Parce que souvent, un entraîneur, j'estime qu'il faut le prendre assez tôt si tu veux construire ton équipe. Bien sûr. Donc voilà, donc ça s'est fait à ce moment-là. Et je pense que c'est un peu un coup du sort s'il y a Chizoba qui est là-bas. Est-ce que le joueur Eno, il aurait aimé le coach Eno? Ça, je me suis posé la question, ça. Franchement, je me suis posé la question. Ça j'ai pas la réponse. Mais je pense qu'il y aurait eu des clashs. Et à l'inverse, est-ce que le coach Eno, il aurait aimé le joueur Eno? Je pense que oui. T'es plus dur en tant qu'entraîneur que l'été tes entraîneurs quand toi t'étais joueur? Est-ce que Non. t'as l'impression de leur demander plus que ce que toi tu vivais? Franchement, j'estime que sur les 5 années que j'ai eues là d'entraîneur, j'ai eu la chance d'avoir des joueurs, c'était tous des bosseurs. Tous. Il n'y en a pas eu un, tu sens que c'est un flemmard, qu'il traîne la patte, que machin, jamais. Donc j'ai jamais eu à forcer un peu cette exigence. Pour l'instant, j'ai pas eu ce souci-là. Donc j'ai pas eu, comme je te le dis, à forcer un peu les traits. Alors oui, il y a des fois où je me suis agacé, mais c'était dans certains entraînements, mais c'était jamais sur une saison entière. Ok. Bon, là, j'ai envie de parler un peu de la famille Eno, parce que ça commence déjà avec ton frère, avec ton père aussi, qui était déjà dans le volleyball. Tu as rencontré ta femme qui était joueuse à l'époque où toi, tu étais à Asnières. Exact. Ta femme qui était aussi joueuse, qui a remporté une Coupe d'Europe, la Sève. Comment ça se construit un projet de famille quand toi, tu es joueur et que ta femme est joueuse? Est-ce qu'on se dit, toi, tu dois arrêter ta carrière et tu reprends peut-être après ou pas? C'est des discussions qui sont importantes quand même. Enfin, je sais pas trop si tu vois où je veux en venir avec ma J'ai eu question. la chance, comme ma femme était volleyeuse, quand elle est tombée enceinte d'Ilir, elle a quasiment arrêté sa carrière en fait. Voilà, elle a arrêté sa carrière pour s'occuper d'Ilir. Mathis est arrivé un peu de temps après. Donc je te dirais que les deux, pour les gérer, c'était... bon, voilà, comme ils étaient plus ou moins du même âge, t'as pas à te dire, voilà, pendant 3 ans, parce que c'est compliqué les bébés au tout début, en fait, entre les nuits, entre tout ça. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui s'en est beaucoup occupée pour justement me laisser vraiment tranquille dans ma carrière, mais aussi parce qu'elle a été joueuse et qu'elle savait ce que c'était, en fait. Est-ce que c'était un critère pour toi, une volleyeuse? Dans le sens où, tu vois, elle Alors, vraiment comprenait ton sens de vie. Non, Au vraiment contraire. pas. Voilà, tu vois, ça s'est fait comme ça. Tu vois, non, vraiment pas. Tu vois, c'est comme ma carrière. Je réfléchis pas à me dire il va se passer ça. Voilà, ça aussi, c'est venu, c'est tombé comme ça. Cette question, elle n'a pas vraiment de sens, tu vois, dans le sens où, je sais même pas, enfin, je la pose, mais est-ce que tu regrettes que tes enfants, ils t'aient jamais vu jouer à haut niveau? Même si, ils venaient de naître, ils pouvaient pas te voir, bien sûr, mais... Mais ils m'ont vu parce que à la fin, alors ils m'ont peut-être pas vu avant quand j'ai gagné des titres avec Paris, etc. avec Ils Paris, étaient pas avec nés, c'est Tours, mais normal. en même temps, Mathis et Ilir, ils avaient quand on a gagné, ils avaient 12-13 ans en fait,
14 ans. Donc, je te dis, quand Mathis était ramasseur quand on a gagné, de le voir en train de sauter comme ça, c'était exceptionnel. C'était extra. Donc voilà, je te dirais peut-être que de me dire que maintenant qu'ils sont vraiment bons, de pouvoir jouer l'été avec eux en 3-3, tu vois, parce que maintenant, ils veulent plus jouer avec moi, c'est clair. Donc, puis bon, moi, c'est compliqué. Mais tu vois, mais en même temps, ils sont tellement gentils qu'ils me diraient, bah, si tu veux, papa, on va jouer. Mais moi, j'ai pas envie d'être ridicule, en fait, c'est mort. Donc j'ai dit, les gars, jouer avec vos potes, c'est mieux, je pense. Donc voilà, mais c'est. Non, j'ai pas de regret là-dessus. J'ai pas de regret. J'ai joué jusqu'à ce que je pouvais. J'espère qu'ils sont fiers de ce qu'ils ont pu voir. Mais non, je regrette pas. Tu disais tout à l'heure, les études, c'est important. Enfin, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais quand tu apprends que eux aussi ils veulent faire carrière, comment tu le vis avec ta femme? T'es plutôt en train de les pousser ou plutôt en train de les mettre en garde, entre guillemets? Non, je les mets en garde. On les met en garde. Ilir, il a fait son choix. Ilir, il est parti aux États-Unis. Il avait la possibilité de couper ses études Ouais, il a dû avoir des offres de contrat, chaque année. tu m'étonnes. Et on lui a laissé le choix. On lui a dit, écoute, nous, on veut pas t'orienter. Nous, on te conseille de terminer. Voilà, c'est 4 ans, c'est pas simple. Je sais que c'est compliqué pendant que tu as tous tes potes qui trouvent des contrats à droite, à gauche. C'est dur. Il a été courageux parce qu'il a, voilà, à un moment donné, il nous a dit, moi, papa, maman, moi, je veux terminer mes études. Très bien. Et voilà, alors, heureusement, il a eu une sélection en équipe de France il y a 2 ans, donc ça lui a vraiment fait plaisir. Ça prouve que Gianni avait regardé ce qu'il faisait. Donc ça lui a fait plaisir. Et en fait, voilà, il a tenu bon. Bon, là, maintenant, clairement, il n'a qu'une envie, c'est d'arrêter pour voir enfin se lâcher. Il a dit, c'est bon, les études, stop, c'est terminé. Maintenant, je vais pouvoir faire du volley. Mathis, c'est un peu différent. Il a eu un an d'avance. Après son light-back, il n'a rien fait. Donc là, on n'était pas content. Donc on lui a dit, maintenant, il faut que tu fasses quelque chose. Et en fait, maintenant, il est fanat de cuisine. Donc il veut devenir chef cuistot. Donc il a dit, voilà, moi, je veux gagner ma vie. Enfin, c'est ce qu'il dit. Hein, je veux gagner ma vie, bien gagner ma vie en tant que joueur. Et après, je vais ouvrir mon resto. Ok. Pourquoi pas? Est-ce qu'ils seront meilleurs que toi, tes enfants? J'espère. Après, c'est pas le même poste, donc on pourra C'est pas. sûr. Bon, ils seront jamais meilleurs que moi en réception. Par contre, ils seront forcément plus forts à l'attaque et au service et au bloc, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu leur souhaites de plus fou pour chacun des deux? On va gagner des titres avec l'équipe de France. Et puis Ils l'ont déjà fait en jeune. Ouais, c'est vrai. Mais avec l'équipe les- de France A, avec des joueurs incroyables, et s'ils pouvaient jouer ensemble, ce serait magnifique, je pense. Pour des parents, ce serait magnifique. Comment tu vois la chose par rapport au non et no, tu vois? Est-ce que le fait qu'ils jouent, ça prolonge la dynastie? Ou est-ce que tu dis, oh putain, fais chier, on va m'oublier, quoi? Ah non, franchement, j'ai oublié ce stade-là. Là. Parce que à la base, un fils, c'est fait pour dépasser ses parents, en fait. C'est comme ça. C'est tout ce que je leur souhaite. Et ils sont bien partis pour, si ce n'est déjà fait. Donc non, j'ai pas cette frustration. Par contre, oui, s'ils peuvent continuer à perpétrer le nom, c'est génial. Voilà. Après, ils jouent pour eux. Donc Mathis, je pense qu'il a jamais eu ce souci de se dire qu'il portait un nom. Voilà. Ilir peut-être un peu plus parce qu'il était un peu plus vieux, donc on lui a dit. C'est plus mon neveu, lui, qui lui est là. Il a eu, voilà, ça a été un peu compliqué. Voilà, c'est le fils de mon frère. Il était plus vieux, donc je jouais encore. Donc on va dire que de porter ce nom-là, ça n'a pas été simple de temps en temps. Voilà. Mais bon, après, il a fait ce qu'il fallait. Est-ce que c'est dur d'entraîner son fils? Parce que tu l'as eu à Nantes, Mathis. T'es plus exigeant qu'envers tes autres joueurs? Pas plus que les autres. J'aurais tendance à être plus exigeant avec lui, c'est sûr. Mais je sais que c'est pas un tir au flanc. Voilà. Donc il va travailler, il va faire ce qu'il faut. S'il fallait le reprendre devant tout le monde, je l'aurais repris devant tout le monde et aucun problème. Il savait très bien que quand on arrivait à l'entraînement, il y avait plus de lien de filiation, c'était joueur et entraîneur. Donc de ce côté-là, j'ai pas eu de soucis.
Et justement, l'inverse, après le volley, t'arrivais à re-switcher en relation père-fils? Oui, oui, on switchait. Voilà, il me demandait de temps en temps des conseils sur les matchs, sur ce que je voyais, tout ça. Donc, c'est ce que je faisais aussi avec n'importe quel joueur. Bon, alors, c'est sûr qu'avec mon fils, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que là, du coup, il prendrait peut-être ça aussi par le fait que c'est mon père qui me le dit. Ouais. Donc à Nantes, je passais aussi par mon adjoint, Marquinhos, qui est toujours un super gars. Et je pense que ma réussite aussi à Nantes, lui, il y est pour beaucoup parce que c'est un gars qui était, enfin moi en tant qu'adjoint, j'ai trouvé exceptionnel. C'est un gars qui faisait passer très très bien le discours. Moi je savais que je pouvais lui dire quelque chose, il allait le faire exactement ça. Il prenait jamais de décision sans m'en parler. Enfin c'était très bien. Et puis bon moi quand j'avais besoin de faire passer un message, je savais qu'en lui disant, il allait faire ce qu'il fallait. Et là, on arrive bientôt à la fin des 2 heures. C'est passé super vite, franchement, pas vu le temps passer. Encore une petite série de questions courtes et réponses courtes. Et ben après, on aura fini. Hein. Une équipe avec Mathys Hainaut, Ili Reynaud et Hubert Hainaut en coach, tu signes ou pas? Faut que je réponde par oui ou par non? Ouais. Oui. Bah, tu peux expliquer, tu peux donner des détails. Je pense que ça serait plus pour eux en fait. Mais moi, j'aurais pas de souci. Hein. Moi, je sais que clairement là, Mathys, il me dit ouais, je joue avec mon frère dans la même équipe. Si on est dans le même poste, ça va être chiant. J'ai dit, mais si vous êtes dans l'équipe de France, ouais, mais c'est différent. Ok. Bon. Est-ce que tu rêvais de faire une carrière aussi longue? Non. Est-ce que tu es conscient d'avoir marqué le volley français? J'espère. Est-ce que tu es fier que tes enfants suivent tes pas un peu? Oui. Est-ce que tu as encore envie de jouer malgré la retraite? Si tu m'enlèves mes 10 kilos, ouais, clairement. Parce que quand je t'ai envoyé un message pour la faire, cette interview, tu m'as dit putain, j'ai mal aux jambes. Ouais, parce que là, je me suis remis, tu sais, voilà, j'ai commencé un peu à me prendre en main, enfin. Voilà, et donc c'est les jours d'après, c'est dur. Le volley français est-il meilleur à notre époque qu'à la tienne? Mais quand je dis la mienne, c'est franchement, c'est plus physique maintenant. Avant, c'était plus technique, mais ça se joue, ça se tient. Joker. Tes enfants sont-ils meilleurs que toi au même âge? Dans certains domaines, oui. Dans d'autres, non. Désolé Mathys et Ilir pour la vidéo. Est-ce que Hubert Hainaut, Mathys Hainaut, Ilir Hainaut et Alketa Hainaut, ça gagne tous les 4-4 mix de France? Et là, franchement, c'est une question. Par contre, je pense que ça vaudrait le coup de voir ça. Par contre, je pense. Tu m'appelles, je Mais filme. actuellement, je pense que si on se met, Alketa et moi, dans chaque côté du terrain et qu'on fait pas trop de fautes, je pense que les deux, ils peuvent s'en sortir. Est-ce que le volleyball, ça a été parfois un obstacle dans ta vie de famille? Non, parce que j'avais une femme très compréhensive. Le joueur avec qui t'as préféré jouer? Oh, putain. C'est là, je l'attendais. Ça. Ah, franchement, j'ai eu de la chance de jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Donc, tu peux dire plusieurs. Hein, franchement, j'en ai plein parce que, après, ils ne connaissent pas tous, mais il y a eu Matej Kaziski, il y a eu Vlad Nikolov parce que c'était mon grand ami. C'est mon grand ami. Erwin, évidemment, parce que j'ai eu la chance de jouer avec lui. Il y en a eu d'autres, hein, mais bon, c'est vraiment les principaux. Quoi. Est-ce qu'il y a un joueur avec qui tu as détesté jouer? Et je t'oblige pas à le citer. Hein. Luigi Mastrangelo. Parce que lui, c'était vraiment... Alors, détesté, non. Mais c'était dur. Il était dur, lui, comme il était trop italien? C'est un Italien, ouais. Mais il était trop italien? Non, il était comme il était, quoi. Mais bon, pénible. Mais non, détesté, non. Hainaut, coach de l'équipe de France, un jour, on accepte ou pas? C'est pas moi qu'il faut poser la question. Mais autant, au tout début, voilà, on m'avait demandé est-ce que ça te plairait, tout ça. J'aurais dit que j'étais pas prêt, très clairement, parce qu'en plus, l'équipe de France gagne tout le temps, donc c'est compliqué. Là, ils ont gagné avec Laurent, ils gagnent avec Andrea Gianni. Donc si tu veux, je trouve que ce serait prétentieux de dire ouais, j'aimerais bien les coacher, tu vois. Alors, après, tu peux avoir des envies sans être prétentieux. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que, en tout cas, franchement, moi, je suis français. Voilà, disons que entraîner l'équipe de France, ce sera un rêve, c'est sûr. Est-ce que le joueur français le plus titré dans l'histoire sera un Hainaut à l'avenir? Je sais pas. Je sais pas, mais ça pour moi, c'est pas très important.
Le but, c'est qu'ils se fassent plaisir, qu'ils gagnent en se faisant plaisir et qu'ils aient aucun regret à la fin de leur carrière. Est-ce que tu veux devenir l'entraîneur le plus titré après avoir été le joueur français le plus titré? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai gardé cette même envie d'entraîner pour gagner. C'est complètement différent parce que je maîtrise beaucoup moins, parce que je suis pas sur le terrain. Donc, du coup, je suis pas forcément acteur. Est-ce que quand tu vois un de tes joueurs qui joue pas au niveau, est-ce que des fois tu as envie de rechausser les chaussures? Alors, franchement, plus. Au point où j'en suis physiquement, plus du tout. J'ai essayé les 2 premières années à Tours, où les mecs se moquaient bien de moi. Mais bon, ça allait mieux, mais non, là plus du tout physiquement. Là. Et là, je pense qu'on peut détailler un petit peu, mais est-ce que l'évolution du volley, là, on en a parlé un peu au début, mais est-ce que ça te plaît? Comment c'est devenu et comment ça devient? Alors, oui et non, parce que ça me plaît, parce que ça devient très professionnel et que maintenant les joueurs peuvent gagner leur vie et que maintenant ils peuvent atteindre et jouer dans des clubs incroyables. Donc ça, c'est top. Mais j'avoue que là, le volley français, ça me fait un peu peur parce que je trouve qu'on n'est pas forcément dans l'évolution. Aussi parce qu'en France, c'est très compliqué d'avoir des soutiens économiques, des soutiens dans les collectivités. Donc j'ai un petit peu peur dans l'évolution du volley français en France. Pas pour les joueurs, parce que les joueurs, je sais qu'avec la formation, ils vont devenir très bons. Mais c'est vrai que l'avenir du volley français dans le championnat de France, c'est très interrogatif. Si je devais refaire le même format avec un joueur, t'aimerais que ce soit qui le prochain? Qui est-ce que tu rêverais de voir s'exprimer comme ça pendant une heure et demie? Un ancien joueur ou même un joueur actuel? Peu importe. Que ce soit français ou pas? Ou joueuse d'ailleurs. Les joueuses, malheureusement, je les connais pas assez pour savoir. Mais j'hésite entre... Parce que j'ai vraiment des... Puis c'est des gars qui passent bien, mais Benjamin Tognotti. Je pense que lui, on se ressemble beaucoup. On se ressemble beaucoup dans la manière d'être. C'est un vrai gagnant, toi. Ouais, et puis on est plutôt discret, tu vois. On est dans la vie, dans les choses comme ça. Et je pense que c'est quelqu'un vraiment. Puis je discute souvent avec lui. On a la même vision. Et je pense que plus tard, il va vouloir devenir entraîneur. Et ce sera vraiment un très bon technicien. Donc un gars comme Benjamin Tognotti, je pense que ça serait pas mal. Est-ce que tu as un conseil à donner de vie aux jeunes joueurs qui rêvent de faire une carrière comme la tienne? Malheureusement, malheureusement non. Je trouve que ça va tellement vite maintenant. Tu regardes les jeunes maintenant, ils font 1 an, 2 ans en France, après ils partent, mais aussi parce qu'il s'est mérité. Ils ne partent pas parce qu'il s'est mérité. En fait, toutes les générations des 2005 là, qui gagnent tout, ils partent tous parce que c'est les meilleurs joueurs du monde, donc c'est normal. Maintenant, tu vois, tu as Noah qui va partir déjà à la Loubet. T'avais les gars de la génération 2003, tout ça, c'est pareil. Donc le volley va très vite. Donc je leur dis juste, faites attention, essayez d'avoir des plans B, que ce soit dans les études, que ce soit dans une façon de voir l'avenir. Parce que je sais qu'à cet âge-là, tu ne penses pas, tu n'as qu'une envie, c'est jouer, pas de problème. Mais réfléchissez à tout. Je dirais que allez là où vous avez envie d'aller, parce que je pense qu'ils ont le niveau pour aller jouer partout. Pour toi, c'est qui le jeune là? Jeune, on va dire entre 16 et 21, 22 ans, 23, tu vois, qui à l'avenir va tout péter. Déjà, j'aurais du mal à être objectif, mais j'avoue que Noah Duflo, cette année, il m'impressionne. Franchement, il m'impressionne parce que je pense que le dernier joueur qui était comme ça, c'était Erwin, à son âge, à 17 ans. Bon, avec son équipe de Toulouse, ça se passe bien parce qu'il est dans une ambiance incroyable. Son père est un très bon coach. Mais je trouve que cette année, il a une maturité qui, moi, il me bluffe. Bon, Mathis aussi fait une super saison avec Chaumont. Je ne parle pas d'Amir, qui lui aussi est... Enfin, en fait, ces gamins-là, je trouve qu'ils ont la maturité d'un joueur expérimenté avec l'insouciance de leur âge. Et c'est ça qui fait que le cocktail, il est détonnant, en fait. Voilà, je pourrais aussi nommer éventuellement Joris, tu vois, à Montpellier, qui lui a un physique hors norme. Donc, franchement, tous les joueurs qu'il y a là maintenant,
l'avenir du volley, il peut être que rose en fait. La dernière, ça c'est plus pour moi. Est-ce que ça t'a plu? Je te remercie beaucoup encore une fois. Comme le début, j'ai trouvé ça super. Super initiative par rapport à tout le travail que tu fais pour mettre en avant tout le volley français, c'est génial. Franchement, tu es courageux de continuer à faire vivre tout ça. Moi, je trouve que Merci. dans les temps actuels, c'est vraiment bien. Et continue parce que c'est super. Bon, bah merci beaucoup, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Et bon, on a essayé de dégrossir, mais bon, encore une fois, c'est pas facile de faire le tour de 25 ans en 2 heures, quoi. Bah écoute, je te remercie à toi et merci de m'avoir donné cette possibilité, ça fait plaisir.